Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera entièrement consacrée à un classique de manga tech dont on a pu parler de temps en temps, mais pas assez à notre goût. Ce titre n'est autre que Parasite de Hitoshi Iwaaki, l'histoire de Shinichi, un lycéen qui se fait parasiter la main droite par un être inconnu et qui va devoir lutter pour sa survie pour essayer de préserver le monde qu'il connaît des autres êtres humains qui eux ont été entièrement parasités et qui se repaissent de chair humaine. On reparle du contenu du manga après le générique, mais avant faisons un tout petit point sur le contenant, Robin. Oui, parce que c'est un manga qui a eu plusieurs éditions en France. Il y en a une première qui est sortie en 2002, qui était en 10 volumes chez Glénat. Moi c'est celle avec laquelle j'ai découvert le manga, que j'avais prêté à Clémence et qu'elle m'avait honteusement dérobé alors que j'avais promis à quelqu'un d'autre, mais depuis je l'ai récupéré, donc tout va bien. Ça va, donc c'est pas une vraie voleuse. Non, ça va. Très bien. Il y a eu l'édition originale en 2020 qui fait 7 tomes, donc là on est sur des tomes et demi, un truc comme ça à peu près, puisque 7 sur 10... 8 tomes, tu me fais signe. Oui, elle est pas finie encore. 8 tomes, si, tout est édité, tout est dispo. C'était une erreur. C'était juste une erreur. Qui fait 8 tomes, donc c'est un tome, un quart. Oui, voilà. Ouais. Un peu plus. Ça fait des beaux petits volumes, c'est ça. Il y a Néo Parasite qui est le manga hommage, on en reparlera tout à l'heure. Et puis Parasite Reversi, le spin-off près de 30 ans plus tard, qui fait 8 tomes. Il y a aussi eu les 2 films, l'animé, si jamais. Ça, on en reparle en fin d'émission. En attendant, c'est parti pour parler donc de Parasite, un manga précurseur. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la 5ème de couve. C'est parti pour une heure de programme où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Parasite. Enfin, pour la dissection, ils n'ont pas forcément besoin de nous dans Parasite. Pour parler de ce manga qu'il ne faut absolument pas confondre avec la Palme d'Or 2019, Robin et Cagnard. Bonjour messieurs. Salut. C'est vrai que c'est facile, on peut confondre Parasite. Ouais. Et on aimerait bien parler de l'autre aussi. Excellent film. On aime beaucoup les deux. Excellent film, génial. Hashtag 5DC pour réagir sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify par exemple, Deezer, Pocket Cast, Apple Podcast, Podcast Addict par exemple, et n'hésitez pas donc à mettre étoile, cœur, pouce et autres gratifications visuelles et à activer les notifications. Au programme de cette émission Parasite, les adaptations en toute fin de programme, mais entre temps on parlera du manga et de comment à sa façon il était en avance sur son époque. On parlera de son auteur, Hitoshi Iwaaki, et des thématiques et sous-textes évidentes ou non qu'il a glissé dans ce manga culte. Avant de démarrer, je vais vous refaire le résumé un peu plus longuement que dans l'intro. Je vous laisse compléter au fur et à mesure. Yep. Si jamais j'oublie des choses ou si je vais trop vite, de toute façon ça reste un résumé un tout petit peu plus long qu'un résumé normal, mais bon, on va voir histoire de dire que même si vous l'avez lu il y a longtemps, les choses puissent vous revenir en tête. Il en reste toujours quelque Exactement. Donc, c'est un manga qui a été créé en 1988 et qui commence par ces mots. Quelque part sur Terre, une pensée traverse l'esprit de quelqu'un. Si la moitié de l'humanité venait à disparaître, combien de forêts pourrait-on sauver ? Et si 99% de l'humanité venait à disparaître, les rejets de la pollution diminuerait-il de 99% ? Il faut protéger l'avenir du vivant. Et dans les pages suivantes, on voit des organismes prendre vie et parasiter des êtres humains. Puis un autre tenter de parasiter Shinichi, le héros du manga. Malheureusement, il n'arrivera à s'emparer que de sa main droite. Et ces organismes parasitaires s'emparent du cerveau de leur cible et les remplacent totalement, les transformant pour la plupart en ce qu'on appellerait, nous, humains, des monstres mangeurs d'hommes. Pour Shinichi, c'est autre chose. L'organisme va évoluer en symbiose avec lui et il va même commencer à échanger, à apprendre, à parler, à se comporter tel un compagnon. Compagnon un peu dérangeant peut-être, mais un compagnon quand même, un compagnon chelou, on est d'accord. Et pendant ce temps, des tueries ont lieu aux 4 coins du Japon, ce qui inquiète les autorités qui vont peu à peu s'en mêler et se rapprocher du garçon, d'autant que le hasard fait que les tueries vont avoir lieu un peu dans son quartier, totalement dans son école, qu'une de ses profs s'avère être un parasite et que les choses autour de lui vont s'activer. Mais ces êtres parasités vont peu à peu s'intégrer dans notre société, peut-être pour mieux la détruire de l'intérieur. C'est l'une des questions d'ailleurs qu'on abordera dans ce manga où dès le début on place un sous-texte et une thématique qui est celle de l'écologie et qui paraît assez évidente quand même.
Bah oui, complètement, ne serait-ce que la première phrase, comme tu disais, qui est et si on éliminait 99% des humains, est-ce qu'on éliminerait 99% de la pollution? On peut même plus parler de sous-texte, c'est carrément la première phrase. T'as l'impression d'entendre des collapsologues d'aujourd'hui, tu vois, alors que c'est un manga de la fin des années 80, quoi, donc c'est assez fou, incroyable. Ouais. Entre ça, les décharges à ciel ouvert, les différents propos des personnages, moi je trouve que ça n'arrête pas les propos écologiques et que c'est clairement assumé par l'auteur. Je sais pas si vous avez ce même ressenti, d'autant qu'à cette période, vraiment, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, quoi. Bah non. C'était Alors pas un truc après, je sais dont pas. le vent, alors peut-être au Japon, mais ouais, j'ai c'est pas ça. En fait, l'impression. je me demande si c'est pas un truc qui était plus, comment dire, dans les esprits au Japon. Alors après, je sais qu'au Japon, ne serait-ce que par leur tradition et leur spiritualité, ils sont beaucoup plus proches de la nature que les Occidentaux, on va dire. En tout cas, beaucoup plus au fait et conscients de ça. Mais j'ai toujours trouvé, même moi, j'étais un joueur de jeux vidéo à l'époque et un de mes jeux préférés, c'est Final Fantasy VII. Bon, c'est un peu plus, c'est 10 ans après Parasite, mais c'est un jeu qui a vraiment une grosse dominante écologique aussi. Donc j'ai l'impression que les Japonais, ça a toujours été un truc sur lequel ils étaient très précurseurs, en fait. Bah, c'est une île et c'est une île qui peut aussi disparaître plus facilement qu'un très grand continent. Ouais. C'est une île qui s'est mangée 2 bombes. aussi. En plus, sans compter les tsunamis, les séismes. Enfin voilà, il y a quand même. Le Japon, c'est carpe diem, tu vois. Ils savent qu'ils vivent au jour le jour et ça peut partir très vite en vrille. Mais ce qui est marrant aussi avec cette histoire de sous-texte, c'est au début on part du principe que, enfin voilà, il y a ces parasites qui arrivent dans le manga, et moi ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans Parasite, c'est que on sait jamais d'où ils viennent en fait, les parasites, c'est jamais dit, quoi. On sait qu'un jour cet événement arrive dans le monde, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui quand tu parles avec des gens qui ont lu Parasite, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour eux Parasite c'est un truc d'invasion d'extraterrestres, tu vois, mais c'est jamais dit dans le manga que c'est des extraterrestres, les parasites, c'est juste une entité qui arrive. Je crois que je l'ai même vu dans des résumés. Ouais, et en fait c'est juste une entité parasitaire, et du coup on sait jamais. Alors on pourrait dire c'est une punition qui est, du coup si c'était des extraterrestres ce serait une punition céleste, si ça vient d'une évolution d'un organisme sur Terre, ça viendrait de notre planète. Mais on a l'impression qu'au final le propos du bouquin c'est essayer de nous raconter une affliction qui frappe l'humanité, et on se dit c'est quasiment une punition pour une humanité qui le mérite, quoi. Et je sais que dans les petites Q&A dont on parlera un petit peu après, mais l'auteur il dit lui-même que le titre du manga Parasite, ça peut aussi bien s'appliquer à l'organisme parasitaire qui déclenche l'intrigue que aux humains qui peuvent être considérés comme des parasites de leur propre planète, quoi. Et d'où viennent les parasites, c'est conclu malgré tout, hein. On le dit à la fin du livre, oui. On dit clairement que c'est pas des extraterrestres du tout. Oui, en fait, mais c'est vrai que ça arrive vraiment à la toute fin, quoi. Au final, pendant tout le bouquin, tu peux te poser la question. Ça vient vraiment juste du fait qu'ils viennent du ciel, quoi. En gros, du coup, de base. Je pense qu'il y a une scène où on doit en voir un tomber, et voilà. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment au début, tu les vois arriver d'en haut, et du coup, de base, tu te dis si c'est pas religieux et que c'est pas une punition céleste, ça doit être une attaque extraterrestre, du coup, dans ce cas-là. C'est aussi parce que je pense que dans les premiers plans qui mettent le début de l'intrigue, il y a des plans de la planète, tu sais, donc c'est des plans de l'espace, donc tu vois, je sais pas, ton cerveau doit te dire, du coup, c'est un truc. Et après cette intro, t'as une image où tu vois juste une ville de loin, en hauteur, comme une image d'avion, quoi. C'est tu ça. vois. Et puis malgré tout, il réussit à traiter, alors là je vais citer carrément l'auteur, de l'égoïsme de la race humaine sur cette planète, et sans jamais mépriser ni l'homme et sans jamais prendre parti. C'est ça que je trouve assez fort. Enfin, il arrive à expliquer quelque chose qui factuellement pas très discutable, mais sans prendre parti, sans être sans être militant, quoi. C'est la force d'une fiction, hein, finalement. Bien c'est sûr. De laisser au lecteur l'appréciation de ce qu'il raconte. C'est sûrement là, je pense qu'il y a le point le plus fort de l'auteur, c'est que ça doit être un des rares bouquins où je peux dire objectivement. Tu vois, objectivement, l'auteur ne donne tort ou raison à personne, en fait. Il explique vraiment des faits et il dit voilà comment ça se passerait. Mais il est vraiment pas en train de. En fait, il est vraiment pas en train d'expliquer c'est une attaque que les humains sont en train de subir, donc ils doivent riposter et compagnie. C'est vraiment voilà comment ça se passerait. Et objectivement, c'est très dur à atteindre, ça, narrativement. Ne pas faire de méchant ni de gentil, c'est très dur. C'est incroyable. Et il arrive, ceci dit, à travers des personnages, tu vois, il arrive à faire des. Moi je suis plutôt pour ça, moi je suis plutôt contre. Migi, par exemple. Migi qui fait un état des lieux objectif sans concession. Il vient d'arriver, il a pas de mémoire, il est en train de tout découvrir. On peut dire qu'il est relativement objectif, quoi, en tant que personnage, quoi. Et cette je trouve en tout cas toute cette comparaison assez folle. Ouais, en fait, c'est ce qui est intéressant. Bon, on parlera peut-être plus tard des personnages en tant que tels, mais je pense que en fait finalement le seul parti qui te fait prendre l'auteur, c'est
pour Shinichi et du coup pour Migi qui fait partie de lui, tu vois, mais parce que c'est le au héros final de on peut dire voilà le seul qui a raison, très humaine, le seul qui a raison dans Parasite c'est Shinichi et Migi quoi. En gros. Mais tu vois la comparaison humain-organisme parasitaire qui est tout le long, tu vois, on n'arrête pas de te dire il y a des parasites et ils viennent et ils mangent des humains et il y a les humains en face mais qui font d'autres. Je trouve que là ça rajoute une tension dramatique vraiment captivante. En tant que lecteur, tu sais jamais de quel côté tu dois te poser. Et en fait, je crois que c'est exactement ce que veut l'auteur. C'est qu'il veut pas que tu prennes spécialement parti parce que du fait seulement du personnage de Shinichi, t'as déjà les deux parties. T'as le parti de Migi et t'as le parti de Shinichi. Du coup, pendant tout le récit, tu vas être entre ces deux avis. Après, ils vont se mélanger, ils vont apprendre l'un de l'autre, mais mine de rien, pendant tout le truc, c'est un peu le fil rouge. T'as les deux avis complètement subjectifs en fait. Les deux avis complètement subjectifs des deux entités. Mais dans l'ensemble, comment tu l'as trouvé toi ce sous-texte écologique qui t'a touché, il est arrivé, il a fait une flèche en plein entre les deux yeux? À vrai dire, moi je l'avais complètement oublié ce sous-texte écologique. Donc tu sais là quand je l'ai relu, je me suis dit c'est vrai que putain il avait un message en fait. Et après j'avoue que moi ça me donne un peu l'impression que c'est un prétexte parce que plus loin dans le bouquin, en fait j'ai l'impression qu'il l'utilise au début, qu'il l'utilise à la fin, qui fait son propre cycle. Mais dans le bouquin en lui-même, l'écologie ou autre, je trouve que c'est pas ou peu abordé, si ce n'est pour la maltraitance animale ou autre. Ou à travers le personnage du maire aussi. Oui, voilà, mais pour moi, c'est vraiment pas une thématique, c'est un prétexte. Je pense que c'est vraiment un prétexte pour donner un point de départ à cette histoire. Et pour moi, la question la plus importante qui découle de Sid, c'est vraiment la moralité. Et c'est de notre capacité à juger la moralité d'un acte, sauf que là, on ne juge pas la moralité d'un acte d'un humain, c'est-à-dire uniquement d'un humain en tout cas, c'est-à-dire les nôtres, on juge celle d'un animal ou d'un insecte. Et je sais que ça me donne cette impression comme quand tu vois un reportage et tu sais que tu vois la société de certains insectes tu vois, qui peuvent être hyper cruels, sauf que cruel c'est humain comme concept de moralité. Ça n'a rien à voir avec le truc des insectes, et c'est pour ça que quelque part ça m'a fait penser à la trilogie des fourmis de Bernard Werber, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu à mon adolescence, parce que ça te transpose dans une autre société. On t'explique cette société et tu ne dois surtout pas lire, tu ne dois surtout pas essayer d'avoir une espèce de grille de lecture humaine là-dedans. Tu dois déplacer ton curseur en fait. Véritable thématique ou prétexte, en tout cas ça te remet bien à ta place, je trouve, comme manga. Il y a une notion qui est assez centrale, je pense, si on peut trouver une notion centrale de Parasite, c'est vraiment un manga sur la survie, quoi. C'est-à-dire que ce soit les humains face à cette menace qui arrive ou les parasites qui en eux-mêmes ne sont mobilisés que par leur aptitude à survivre. Tu vois, Migi, toutes les questions qui se posent à chaque fois, même au début quand après il y a des nuances et des petites subtilités qui se créent, mais au début sa relation avec Shinichi, il est juste là pour penser à sa propre survie en tant qu'entité qui fait partie de Shinichi, tu vois. Et on apprend le plus. Qu'un tome et demi finalement. Oui, ça c'est assez court, mais je veux dire au départ c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est un manga sur la survie, donc effectivement comme tu dis ça nous remet à notre place, qui est que on reste des animaux qui doivent survivre, quoi. Et c'est surtout qu'ils doivent vivre en symbiose et il faut qu'il en apprenne énormément de la société pour comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs il veut voir le maximum, lire le maximum, regarder la télé un maximum, parce qu'il veut apprendre de cette société pour pouvoir mieux s'y adapter. Et il vit en symbiose avec Shinichi et le héros du manga, il vit en symbiose. Et l'idée c'est aussi de vivre en symbiose avec le reste de la société, ce qui nous renvoie, Robin, vers une petite critique de la société, en tout cas des petites pitches qui sont lancées comme ça. De la société, je saurais pas dire. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé dans Parasite, c'est que je trouve que c'est vraiment un manga qui critique beaucoup les institutions, enfin en tout cas qui les regarde et qui les observe vraiment avec beaucoup d'attention. Et je parle vraiment des institutions à tous les niveaux. Tu vois, ça peut être la politique avec le personnage du maire dont on a un peu parlé. Il y a l'armée, puisqu'à un moment donné, il y a quand même l'armée qui intervient et puis qui est assez dysfonctionnelle dans sa façon de fonctionner, alors que l'armée elle-même n'est pas nécessairement parasitée par les parasites, mais elle a un fonctionnement interne qui fait que elle fonctionne pas tout à fait bien. Mais t'as aussi l'école, puisque le manga se passe principalement à l'école. Donc en fait, et j'irais même par extension après dans l'intime, c'est au niveau de la famille, puisque au final, Shinichi, il y a carrément sa mère, donc un membre de sa famille qui est parasité par les parasites. Donc en fait,
on se rend compte dans tout le fil du manga que toutes les grandes institutions qui font la société sont peu à peu soit gangrénées par les parasites, soit elles-mêmes gangrénées par des dysfonctionnements internes qui fait qu'au final, en réaction, moi aussi, ce que je ressors du manga à la fin, c'est que je me dis putain, je sais pas, je le connais pas bien ce monsieur Iwaki, mais il a pas l'air de, j'imagine presque un mec anarchiste quoi, au final dans sa vision des institutions, parce que moi je veux bien m'arrêter sur la famille, parce qu'effectivement il la secoue bien la famille, mais tu peux ne pas y prêter attention. C'est fait de façon discrète la manière dont il secoue ces institutions. Ça va être des petits passages et on peut passer outre. On peut ne pas s'arrêter dessus et ne pas y faire attention, mais si tu as envie d'écouter ce que Iwaki a envie d'exprimer dans son manga sur la famille, tu peux. C'est ça que je trouve génial. Je suis assez d'accord avec toi, parce que tu sais, le côté critique, moi je le ressens pas du tout. Par contre, le côté j'observe la société, je trouve que ça c'est très vrai. Et typiquement sur la famille, moi typiquement je vois pas spécialement de critique, et même dans ce manga je vois pas spécialement de critique des institutions, tu vois, que ça soit l'école ou autre. En fait je vois plus je vois plus quelque chose d'humain, et de comment les humains peuvent pousser le curseur de moralité très très loin quand il est attaqué. Et du coup, tu vois, là, on va prendre l'exemple de la famille, comme tu dis. La famille en soi, la famille de Shinichi est présentée de manière assez lambda, tu vois. C'est une famille japonaise. Alors déjà, il faut savoir que nous, on lit ça d'un point de vue de lecteur français. Bien donc sûr. Déjà, c'est un lecteur français en 2021. En plus, on a pu le lire avant peut-être, tu vois, mais déjà c'est un système qui est un petit peu particulier. Mais là en plus, je trouve qu'il y a vraiment un côté de je vous présente le truc. Alors voilà, maintenant il y a un parasite dans ce filtre là, mais je le trouve pas spécialement critique. Et même au niveau de l'armée, en fait, je trouve que c'est pas spécialement dysfonctionnel, parce que l'armée réagit comme ça parce qu'elle est attaquée en fait. Et quand on est attaqué, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc si ça devient dysfonctionnel, c'est potentiellement pendant une attaque. Et je trouve que c'est exactement la même chose pour la famille, l'école, l'armée. C'est en cas d'attaque. Ouais, en cas de crise. En comment cas tu de réagis, crise, et voilà, c'est là comment comment on réagit. Oui, mais on sait que c'est. Ouais, mais du coup, c'est dans ces cas-là que tu t'attends à voir si dépendre t'es d'une solide ou pas, institution et voir si elle a des socles solides, parce qu'au final, quand l'armée intervient, t'as l'impression qu'elle tue quasiment plus de monde que les parasites eux-mêmes, quoi. Donc il y a vraiment un truc dans la situation qui fait que ça marche pas, quoi. Je trouve qu'à la fin du manga, je trouve que sa relation la relation qu'il a avec son père s'en trouve finalement, à cause de tout ça, nourrie et renforcée. Ouais. Non, mais en fait, à la limite, oui, on peut dire la seule cellule qui reste à sauver dans cette histoire, c'est la famille, parce qu'au final, elle vit. Parce que c'est juste lui et son père. Oui, mais elle vit un vrai. En tout cas, elle vit un vrai drame, puisqu'il y a quand même la perte, lui, de sa mère, et donc son père de sa femme, qui est quand même dramatique. Et au final, ça va les rapprocher tous les deux, même si. Au départ, sa famille à Shinichi, c'est pas une famille dysfonctionnelle, ça marche assez bien. Ses parents, ils sont assez modernes, ils acceptent. Mais tu vois, le fait qu'ils soient pas partis en vacances depuis 15 plombes, tu vois, ce genre de petits détails. Ouais, et puis ses parents, ils sont attentifs à lui, tu vois, ils le laissent pas, ils s'inquiètent pour lui. Enfin, il y a vraiment un truc. Limite, ils sont jamais partis en vacances, ça. Donc il y a un truc très bienveillant. Mais quand je disais vraiment, je parlais pas nécessairement de la famille de Shinichi en elle-même qui est dysfonctionnelle, mais c'est plus pour moi l'auteur, il a fait intervenir les parasites dans tous ces institutions qui forment la société, pour montrer qu'il peut y avoir une source de malaise qui peut survenir n'importe où, quoi. Alors c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait ça me fait penser à un truc. En fait, je viens de partir du principe exactement de la même situation, c'est-à-dire Shinichi, son père, sa mère meurt d'un accident. Il n'y aurait pas eu exactement la même résultante, en fait, tu vois, parce qu'au final là la relation elle est renforcée d'autant plus, mais parce qu'ils ont un ennemi commun, même s'ils se l'avouent à moitié au début, tu vois, on dit non, il n'y a pas de monstre et compagnie, mais au final, s'ils sont renforcés, j'ai l'impression que peut-être ça vient aussi de cette attaque, et que on aurait pu faire un manga totalement différent, totalement dépressif, si juste la mère avait eu un accident, par exemple. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui permet de renforcer, de mobiliser Alors, je vois ce que tu veux dire, mais s'il y avait eu un accident dans cet univers-là, on aurait quand même eu un gros doute sur la réalité de cet accident, et donc ça aurait pu produire un effet similaire. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est ça, Robin, c'est que les monstres, c'est pas forcément les monstres qu'on voit avec des grosses dents, quoi. Déjà, dans le principe des parasites, c'est que les parasites qui contaminent les humains les font ressembler trait pour trait à des humains. Enfin,
jusqu'à ce qu'ils se mettent à avoir leur tête qui se déforme pour soit les dévorer ou quoi, mais sinon ils ressemblent vraiment à des humains, et même à un moment donné dans le manga on en vient à se poser la question de est-ce que les pires monstres c'est les parasites ou est-ce que parfois c'est les humains eux-mêmes, parce que franchement pour moi le personnage le plus maléfique de tout le manga c'est pas un parasite, c'est Uragami le serial killer, tu vois, c'est lui le personnage le plus monstrueux du manga en fait. C'est marrant parce que pour moi le personnage le plus what the fuck c'est vraiment le maire pour moi. C'est vraiment le maire quand tu découvres. On reparlera des personnages tout à l'heure. Parce que pour rester sur la société, oui, effectivement, on pose la question sur l'être vivant, sur le rapport à l'être vivant, à l'autre. Et donc ça, c'est sociétal, le rapport à l'autre. Si c'est pas sociétal, je sais pas ce que c'est. Science humaine. Ouais, sociétal, c'est le rapport entre nous humains. Après, si. Parce qu'on questionne notre système de valeurs, on pose plein de questions, mais encore une fois, c'est toujours discret. Si t'as pas envie de te poser ces questions-là, tu peux lire le manga sans. Mais c'est marrant parce que Cagnard tout à l'heure disait qu'il se souvenait plus que c'était un manga avec un sous-texte écologique. Et ce qui est vraiment intéressant, et je pense qu'on en parlera un tout petit peu après, c'est ces fameuses questions-réponses de l'auteur avec ses lecteurs. Et tu te rends compte à quel point les lecteurs ils sont impliqués, hyper intrigués par ce sous-texte-là, quoi. T'as l'impression que au début du manga, en tout cas les premières questions que tu lis, c'est que des questions là-dessus. Après, c'est peut-être lui qui pose. Peut-être qu'il choisit ces questions-là, mais en tout cas tu sens que c'est un truc qui travaille vraiment les lecteurs, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, le manga interroge beaucoup plus la place du héros. Et quand je dis du héros, c'est de Shinichi dans la société. Et c'est vraiment la question qui passe vraiment à travers tous les tomes. C'est quand tu n'es plus considéré comme humain, où est ta place ? Parce qu'on a quand même toute une partie du manga où lui-même se considère encore humain, alors qu'il y a Migi qui est là, tu vois. Mais... il est là depuis le début, mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant, cette évolution qu'il donne sur la société et comment Shinichi va commencer à voir la société humaine. Je trouve que c'est vraiment si je dois considérer ça comme une critique de la société, je le considère de ce prisme-là, du point de vue de comment Shinichi peut trouver sa place dans cette société maintenant qu'il n'est plus considéré comme humain, en gros. Mais il y a un gap parce qu'il y a toute une première partie où Migi n'est que son bras droit, et il y a une partie bien plus longue où il a semi-fusionné avec Migi, où là il voit les choses différemment et où il a passé un stade peut-être de pré-ado à adolescent vers l'âge adulte. Ouais, et puis avec une petite perte aussi. Là pour le coup, c'est pas la faute de Migi. Oui, clairement. Mais ce qui est marrant, c'est que cette perte-là renforce ses liens avec Migi, parce que quand il revoit sa mère qui s'est transformée, c'est Migi qui le sauve, et du coup, il y a aussi ça qui se renforce. Et c'est même Migi qui lui dit n'y va pas, n'y va mais pas. Voilà, c'est une parabole du passage à l'âge adulte aussi, je pense, cette partie-là, quoi, en tout cas. Ouais. Enfin, moi, de toute façon, pour moi, Parasite, c'est aussi. Alors, il y a le passage à l'âge adulte. Bon, c'est un passage obligé dans les mangas, un peu. Enfin, dans la plupart des mangas qu'on lit, il y a quand même cette histoire. Oui, surtout sur des seinen avec des jeunes héros, voilà. Évidemment. Et mais là, pour moi, on est vraiment. Alors, c'est surtout au début des mangas sur un adolescent que je définirais comme une espèce d'incarnation de pureté. Tu vois, Shinichi, c'est vraiment l'adolescent type. Ouais, le héros lambda. Il est pur, il a. Tu vois, il est pas vraiment méchant, il est bienveillant, il essaye de bien faire, il essaye de plaire à ses parents, il essaye d'avoir des bonnes notes à l'école, tu vois, il est une espèce de japonais moyen, mais qui en même temps incarne une espèce de pureté, et un adolescent pur, quoi, et qui devient en fait l'espèce de dernier espoir grâce à le hasard qui a fait de lui un espèce d'être hors norme, qui est que c'est un mi-humain, mi-parasite, et qui lui donne quand même à la fois des facultés supérieures et en même temps la conscience d'être capable de se battre contre les autres parasites. Et quand je disais, voilà, les institutions sont toutes contaminées par les parasites, au final, les institutions, c'est qui ? C'est le monde des adultes, quoi. C'est qu'en fait, t'as Shinichi qui est un adolescent face à un monde des adultes qui est lui-même contaminé. Alors, il y a des exceptions. Il y a à un moment donné un lycéen qui est parasité, mais on va dire que majoritairement dans le manga, les parasites sont plutôt incarnés par des adultes, quoi. Et Shinichi, lui, c'est justement l'adolescent qui est dans cette transition entre je suis moitié humain, moitié parasite, donc je suis moitié enfant, moitié adulte, et je vais, voilà, affronter ce monde-là. Et après, comme on disait au début, il n'y a pas de parti pris spécifique qui a raison, qui a tort, mais voilà, il y a cette situation-là, quoi. Ouais, parce que je pense qu'on pourrait se dire que Shinichi, c'est une métaphore de l'adolescence face aux adultes et une société qui comprend pas. Sauf que au final, quand j'arrive au dernier tome de cette série, je trouve qu'en fait les adultes, ils ont été beaucoup plus
beaucoup plus utile à Shinichi dans cette histoire que des camarades de classe de son âge. C'est-à-dire que là, si jamais on devait reprendre un petit peu le truc de l'adolescence face à l'âge adulte, tu vois, et je ne comprends pas les réactions des adultes, là je trouve que au contraire, les ados, ses potes ou autres, ils lui mettent plus des bâtons dans les roues, dans le sens où ça peut être des victimes potentielles, il doit les protéger, il doit les exclure de ces histoires, alors que les adultes, il va beaucoup plus chercher de l'aide auprès d'eux. Et t'as plein de rôles comme ça, alors que en fait les adultes ils ont pas de solution non plus, parce que c'est la merde, et je trouve que c'est assez égalitaire de ce point de vue là, quoi. Après ouais, et en même temps ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que effectivement ça, moi ce que je disais là sur la métaphore adolescence face à l'âge adulte, c'est ça se type, c'est plutôt propre au début du manga, puisqu'au début Shinichi est vraiment un adolescent pur et tout, puis petit à petit il va évoluer. Il va beaucoup à l'école au début, et voilà, il va beaucoup à l'école et après, il redouble d'ailleurs. C'est ça, il redouble. Mais non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors que c'était plutôt un bon élève. Et mais ce qui est intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, les parasites, eux aussi, ils évoluent. Donc on pourrait considérer que, en tout cas, en tant qu'entité, eux-mêmes, c'est des espèces d'adolescents ou d'enfants qui en tout cas, découvrent une nouvelle nature et apprennent à survivre. Et petit à petit, tu vas découvrir que même chez eux, il y a différentes façons aussi d'affronter le problème. Le problème étant en vrai la coexistence entre les parasites et les humains, parce qu'en fait, c'est ça le sujet aussi du manga. C'est il y a deux entités qui vont devoir se partager un espace commun, des parasites et des humains. Et chez les parasites, il y a finalement plusieurs idéologies qui vont s'affronter. T'as des parasites qui sont des monstres qui vont juste vouloir se nourrir parce que c'est le truc le plus simple. Pour survivre, il faut se nourrir, quoi. Et puis t'as des parasites qui vont commencer à se dire mais peut-être que pour notre survie à l'échelle au sens large, c'est peut-être plus simple en fait de se dire plutôt que de faire des tueries de masse, on va essayer de voir s'il y a moyen de coexister. Et dans Parasite Reversite, on a maintenant qui crée sa propre religion. Voilà, de s'assimiler et tout. Donc en fait, t'as vraiment aussi du côté des parasites deux visions du monde qui vont s'affronter, et puis à la fin tu vas avoir on va dire Reiko qui est plutôt la version assimilatrice des parasites, et Goto qui est sa propre création mais qui lui-même va dire non, moi je suis un prédateur en fait, je dévore les humains, quoi. Je vais prédater. Tu vois, justement sur ce truc de la métaphore de l'adolescence, je suis pas spécialement d'accord du côté de Shinichi et du côté des humains. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est du point de vue des parasites, où là pour le coup j'ai beaucoup plus l'impression de voir une métaphore de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, et de voir vraiment un truc où de toute façon ils doivent se débrouiller entre eux. Et là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'un bloc qui va essayer de se débrouiller contre un autre bloc, donc on va dire les adultes humains d'un autre côté. Et là pour le coup je vois complètement ces trucs de l'ado qui est boulimique, de l'ado qui cède à ses pulsions, parce que ça cède beaucoup aux pulsions au niveau des parasites. Et ça peut peut-être faire un effet miroir avec certains persos certains persos humains qu'on voit passer dans le manga, genre le copain de Kana, tu vois, qui est un mec blindé de testostérone, tu vois, et qui veut juste se taper. Et d'ailleurs c'est dit plusieurs fois, tu vois, par Shinichi, genre c'est débile, pourquoi tu veux juste te battre, vous êtes plus nombreux que moi, pourquoi vous voulez vous battre. Et je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus adolescent en recherche de repères du côté des parasites. On est déjà presque à la moitié de l'émission, non, un petit peu moins que la moitié de l'émission, mais effectivement on a déjà balayé beaucoup de choses et beaucoup de thématiques pour un manga qui a été créé à la fin des années 90. C'est quand même incroyable en 10 tomes comment il a pu exprimer autant de choses, et comment en tout cas nous on a réussi à avoir autant de choses dans ce manga de Hitoshi Iwaki. Je vous propose de faire un petit point sur l'auteur d'ailleurs. Hitoshi Iwaki, qui est un artiste qui est né à Tokyo en 1960. Ses débuts dans le dessin se passent avec son papa qui était professeur à l'université, et c'est lui qui illustrait les écrits, les bouquins de son père. Et ensuite il a commencé sa carrière en tant qu'assistant de Kazuo Kamimura. Ça va. En 1984, donc il avait déjà 24 ans à ce moment-là, et l'année suivante, son one-shot est publié. Il remporte le prix de Tetsuya Shiba avec Gomi no Umi, un manga en français, ça donnerait La mer des ordures. Donc il est déjà sur la thématique écologique bien comme il faut. Il a ensuite été publié dans le magazine Morning, et puis il a marqué ses débuts en tant qu'artiste manga avec cette œuvre la plus connue d'Iwaki, Parasite, qui a été publiée donc dans le magazine Afternoon de 88 à 95. C'est un autre magazine au début, mais bref, après c'est devenu Afternoon. Il a ensuite créé d'autres mangas comme Eureka, Neo Devilman ou Reiri. Puis actuellement Iwaki travaille sur des mangas historiques, sur le manga historique Historié, c'est sur l'histoire du secrétaire d'Alexandre le Grand.
Alexandre le Grand, et il y a le mec à côté qu'on connaît pas. Le Il a petit. fait l'histoire sur le mec à côté qu'on connaît pas. Et il a reçu plusieurs prix. Il a eu le Kodansha Manga Award pour Parasite en 93. Il a eu le Japan Media Arts Festival sur Historier. Et le Tezuka Osamu Cultural Prize pour Historier aussi en 2012. Donc ça va, tout se passe bien dans la vie aujourd'hui de Iwaki, qui d'ailleurs se livre beaucoup dans l'édition originale du manga. Bah c'est ça, j'ai parlé déjà plusieurs fois des fameuses Q&A, donc questions-réponses de Question and Answers. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est assez rare finalement d'avoir accès à un auteur qui se livre autant. Alors on a dans tous les mangas alors que l'auteur dans qui fait ses des petites blagues et interviews tout. il se livre pas tant que ça. Oui, mais là en fait ce qui est marrant, c'est que là non plus on pourrait dire, parce que ses réponses sont assez concises en général, sauf exception, c'est des réponses. Ouais, tu vois, ça passe face par exemple, c'est des elle réponses est très longue. Oui, c'est vrai. Et en plus c'est vachement intéressant un peu, parce qu'il y a lui, il y a l'éditeur et tout, et un autre auteur. Et bref, en tout cas dans les questions et réponses, ce qui est cool, c'est que comme il y en a beaucoup finalement, malgré la concisité, je sais pas si ça se dit vraiment, mais le côté concis de ses réponses, on apprend pas mal de choses de l'auteur, et on se rend compte finalement que sa série, elle est quand même pensée, quoi. Il y a vraiment un truc derrière, quelque chose qu'il veut dire, quoi, parce que quand les lecteurs lui posent des questions, alors il répond jamais vraiment oui ou non, tu vois, parce qu'il veut quand même laisser une part d'interprétation au lecteur, mais oui, tu surtout sens que qu'il y a des réflexions très précises, et réponses qui étaient posées pendant la publication à l'époque. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que, parce que ce qui est pas mal dans ces petites questions-réponses, c'est qu'il y a l'âge des lecteurs à chaque fois, et selon l'âge, on se rend compte que les questions que les lecteurs se posent sont sur des registres assez différents. Les jeunes, ils se posent beaucoup de questions sur l'écologie, et les plus vieux, 30 ans, ils se posent plutôt des questions sur la société, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi. Cagnard. Moi j'avoue que j'ai adoré ce petit truc de questions-réponses, même si je suis complètement d'accord. T'as certaines questions hyper intéressantes et certaines réponses genre oui, t'aurais pu répondre non si tu voulais, tu vois, ou ok comme un texto, tu vois. Mais c'est hyper intéressant de voir en fait à quel point les lecteurs s'inquiètent pour le héros au fur et à mesure que la série avance, et s'inquiètent que le héros, que Clinically commence à perdre son humanité. Et ce que j'ai adoré, ce qui pour moi est une vraie déclaration, tu vois, une déclaration d'honneur, de dire en fait vous inquiétez pas, je sais exactement où je vais avec ma série, et je sais exactement où va mon héros, et en fait vous avez pas votre mot à dire. Et moi j'adore ce principe là, et c'est ce qui fait qu'on pense que Parasite est une série aussi maîtrisée, je pense. Robin, un dernier mot sur Iwaki, ou tu veux qu'on parle de ses références ? Moi, ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'est que, mine de rien, on apprend des choses dans ses questions et réponses, mais au final, c'est un auteur qui est assez mystérieux pour moi, parce qu'à part Parasite, je vois pas trop... Historier, c'est un vrai carton au Japon. Ouais, au Japon. Mais tu vois, du coup, comme nous, on n'y a pas vraiment accès... Mais c'est parce que les éditeurs français sont complètement nuls, vous savez bien. Mais on n'arrête pas de le dire. Mais même, tu vois, genre, à la limite, je me dis, ok, un truc sur le secrétaire d'Alexandre le Grand, je vois le côté cultivé de Iwaki qui veut aller voir ça, tu vois, parce que je comprends, ça doit l'intéresser, tu vois, de parler de ça, mais j'ai peur de pas y trouver la profondeur que je peux avoir dans un Parasite, qui est un récit qui me semble beaucoup plus métaphorique ou symbolique, ou et puis beaucoup plus de genre, alors que... Et de genre, mais du coup, moi j'ai toujours trouvé que le genre c'était génial pour poser plein de questions, et je trouve que dans un manga strictement historique, je le vois moins, tu vois, titiller ces petits trucs de moi en tant que lecteur, j'aime bien, quoi. Il faudrait que ça sorte. Après voilà, je serais hyper content. C'est juste que c'est toujours en cours depuis déjà 10 piges, donc... Et manga historique. Ouais, c'est ça, manga historique. Et surtout, il va à sa vitesse. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un auteur qui peut t'abattre des planches. Il le dit d'ailleurs dans le questions et réponses. Il dit moi je fais pas de publication hebdomadaire, donc je fonctionne pas comme ça. C'est dur. Et puis c'est surtout qu'il a dit plusieurs fois dans ses dernières interviews qu'il a la main qui commence à trembler en fin de journée. Ouais. Donc déjà maintenant en fin de journée, il ne fait plus que les décors. Ouais, ça y est, moi j'ai de la peine pour lui là. Ouais, en plus il s'est lancé dans un truc historique, donc les décors, elle est tombée. Merde, c'est sa main, quoi. Oui, c'est mais quoi, pour les décors, c'est ce qui est le plus facile finalement, même si t'as la main qui tremble. D'accord. Donc c'est dur. Mais du coup, il dit qu'il peut faire 5 à 8 planches par semaine. Mais bon, j'aimerais bien le lire, parce que déjà vachement bien. J'aimerais bien le lire parce que visiblement c'est un manga qui a reçu des prix et tout, donc il est certainement très bien aussi, quoi. Totalement. Non, mais je pense que ça arrivera trop tard aujourd'hui. J'espère. On fait un petit point référence rapide. Tu voyais quoi toi dans les références évidentes quand tu lis Parasite? On va dire que alors pour ce qui est du rapport
corps qui se transforme, donc qu'on pourrait appeler du body horror, je dirais Cronenberg, mais bon, j'en avais déjà la mouche. Moi, j'en avais déjà parlé au moment de Kaiju 8, mais voilà, je pense que c'est mine de rien un cinéaste qui a quand même pas mal travaillé les auteurs japonais qui, en tout cas, s'intéressent au genre et à la transformation du corps dans le cadre d'un récit de genre. Puis les films d'horreur dans l'ensemble, c'est ça. Après, oui, les films d'horreur, parce que bon, globalement, Parasite, c'est un seinen, c'est quand même un peu sanglant, c'est quand même c'est qu'il y a de la tension, il y a du gore et tout. Et pour moi, la référence principale, c'est les films d'horreur d'invasion type Body Snatchers. Donc, Body Snatchers, c'est le titre anglais d'un vieux film des années 50, de 1955, de Don Siegel, qui a été mal traduit par les Français, comme l'invasion des profanateurs de sépulture, parce que c'est pas du tout des profanateurs de sépulture, c'est des extraterrestres qui possèdent des êtres humains et qui veulent envahir l'humanité, quoi. Oui, mais on le connaît comme ça maintenant. Mais voilà, et en fait, ce qui est cool avec ce film Body Snatchers, déjà il y a eu plusieurs remakes qui sont très bien eux aussi, mais c'est que ça a créé un nouveau genre de film d'horreur qui est, ou en tout cas de récit d'horreur, qui est une invasion de l'humanité face à une menace qui a son propre visage, puisqu'en fait les Body Snatchers, c'est des entités qui possèdent des êtres humains mais qui leur laissent leur apparence. Bon, dans Parasite, certes, ils peuvent avoir la tête qui se transforme et tout, mais globalement ils ressemblent à des humains, et donc en fait ça dit quoi? Ça dit que la véritable menace, c'est nous-mêmes, quoi. Mais je me demande à quel point c'est connu au Japon, la version là, alors, je me lance dans un sondage que je viens d'inventer. J'ai l'impression que la version la plus connue de Body Snatchers, c'est la version d'Abel Ferrara, qui est la plus récente. Finalement. J'ai l'impression que c'est la plus connue. Je me demande à quel point le cinéma d'Abel Ferrara et ce cinéma de genre là est connu au Japon, ou s'ils n'ont pas leur propre cinéma de genre. Je suis pas assez expert dans ce domaine, parce que je sais qu'ils ont un cinéma d'horreur aussi très bien sûr, très prenant et très présent. Mais après, faut pas sous-estimer, le film de 55 a vraiment été très très important dans la culture populaire et tout, donc c'est possible qu'il y ait des cinéastes japonais qui eux-mêmes dans les années 60 se soient inspirés que tout le monde se nourrisse de tout le monde, on est d'accord. Plutôt Body Snatchers pour toi, Kanya? Alors, je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui tiennent du body snatcher, donc on parle vraiment du récit d'invasion, et là je pense qu'on est ok sur le fait que c'est un récit d'invasion, mais en fait le petit élément qui me perturbe et qui me fait me dire que ça tient pas trop du body snatcher, c'est que les parasites ne cherchent pas à se multiplier. En fait, ils sont un nombre fixe depuis le début, et même quand ils essayent de se multiplier, au final c'est un humain, c'est un bébé humain qui vient, et ça normalement c'est un peu un des axes principaux du body snatcher, c'est-à-dire de se multiplier et au final d'être plus nombreux que les humains, et au du coup final ça serait quoi alors pour moi là ça tient plus du body horror. Alors le body horror, c'est encore un des sous-genres du cinéma. Est-ce que c'est le papa est-ce que le body snatcher est un sous-genre du body horror? En fait, je pense que le body horror intervient avant, parce que dans le body horror, en fait, on met à mal les limites du corps humain. Et là, du coup, il n'est pas du tout question d'invasion ou autre. C'est juste l'idée, c'est de mettre à mal le spectateur en montrant les déformations d'un corps humain. Et Cronenberg, La Mouche, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de te donner une sensation de malaise, parce que c'est un corps humain que tu connais, qu'on connaît tous, et tu le vois déformé comme il ne devrait pas l'être. Et ça donne une certaine forme de normalité étrange, en fait. Et pour moi, Parasite pour moi est le parfait mix des deux. C'est une invasion à proprement parler, mais en même temps on est sur l'aspect graphique, on va dire que le scénario est un body snatcher et d'un point de vue graphique on est plus sur du body horror, quoi. Avec du concept de spirale pour les déformations de la tête, et spirale ça nous emmène vers Junji Ito, qui serait une référence, je sais pas. En fait, je pensais que oui, et en fait non, parce que Junji Ito c'est un contemporain, voire même postérieur à l'auteur de Parasite. C'est trop marrant, parce que moi vraiment quand on a préparé cette émission, j'ai tapé Junji Ito. Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est que quand je tape Junji Ito sur Google, ça me propose Parasite en premier, tu vois, c'est vraiment c'est marrant, la parenté est assez a priori évidente dans les algorithmes. Mais en fait non, Junji Ito n'est pas une référence, puisqu'il a fait le manga après, donc c'est déformation des corps, je pense. Mais ça m'y a fait penser. Alors après, je me dis, dans les références manga de l'auteur Parasite, tu dois avoir Tezuka évidemment, mais tu dois avoir... De toute façon, les auteurs nés dans les années 60, il y a Tezuka. Ouais. Après, t'as t'as peut-être les auteurs de manga d'horreur plus vieux, type Kazuo Umezu ou Maruo, tu vois, mais... Peut-être, et puis j'irai aussi vers Kamimura. Alors, soit ça a été son assistant, mais c'est vrai que quand les expressions des visages et l'expression des regards
qui est quand même pas évident à faire quand t'es auteur de manga. Ouais, carrément. Ouais. Mettre une expression dans le regard d'un personnage, je pense que c'est un petit peu le level ultime quand tu y arrives. Là, quoi. dans Parasite, c'est l'élément qui va te permettre de différencier les humains des parasites. Totalement. Souvent, c'est le regard, avant Carrément. qu'ils se transforment. Tu vois, Et c'est ça, j'ai le l'impression truc. qu'il l'a appris à Kamimura. Enfin, qu'il l'a appris aux côtés de Kamimura ou en lisant Kamimura, tu vois. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait vraiment pas. Et puis, après, si je vais beaucoup plus loin, moi, j'arrive à me dire que l'auteur de l'Attaque des Titans devait être fan de Parasite aussi, ou a lu Parasite. Je sais pas, moi, ça me paraît être une évidence. Là aussi, question d'expression dans le regard, parce que t'as aussi des regards. Ouais. Alors, c'est pas aussi bien dessiné, enfin, c'est dessiné différemment dans l'Attaque des Titans, mais t'as une expression dans le regard qui est particulière. Puis t'as le rapport au corps qui me fait pencher sur l'idée. Il y a un rapport au corps très particulier dans l'Attaque des Titans. C'est vrai qu'on en a un peu parlé dans les deux émissions qu'on a faites, mais il y a un rapport au corps qui est vraiment spécial. Mais ce qui est marrant, c'est que l'Attaque des Titans, moi j'avais dit à l'époque des premiers tomes que je trouvais ça mal dessiné, mais Parasite c'est pas mal dessiné, c'est très bien dessiné Parasite, mais c'est pas virtuose dans le dessin, tu vois ce que je veux dire. On fait pas un poster forcément. Non, clairement pas, mais pourtant c'est méga maîtrisé, et en fait tout est propre, comme tu disais, les expressions de personnages, souvent c'est tu tournes une page et tu vois Shinichi qui a une espèce de regard apeuré et tout, et ça franchement ils sont rares quoi, les auteurs. Même le gap entre le moment où il a que Migi dans sa main droite et le moment où il est en double fusion avec Migi, là aussi il y a un gap physique sur son visage, sa coupe de cheveux soit, mais son regard aussi. C'est marrant dans l'animé. Le côté fatigué et tout, quand il vient de perdre sa mère. Enfin, il y a un truc vraiment sur le regard et sur la déformation du corps, même naturelle. Ce qui est marrant dans l'animé, ils devaient pas se faire confiance parce que du coup, au début de l'animé, ils ont fait Shinichi avec des lunettes. Et à partir du moment où il devient badass quoi, fusionné, il fait tomber les lunettes. Il y avait besoin de rajouter. Est-ce que dans l'animé ils gardent les très très beaux motifs des chemisettes, parce que c'est quand même un truc très particulier dans Parasite, c'est je pense que l'auteur il a un petit kiff sur les motifs de chemisettes parce qu'il en met beaucoup. Pas super bien habillé, je suis d'accord. C'est marrant parce que c'est très Magnum quoi. Mais oui, c'est très années fin 80, début 80. Bon alors allons sur les héritiers. Je parlais de l'Attaque des Titans, notamment aussi parce que à la fin il y a le combat contre Goto et ils font attaque-le à la nuque. C'est très Attaque des Titans, tu vois, ça aussi. Trouve le point faible. C'est ça. T'en envoyé d'autres, toi, Robin ? Bah après, moi de toute façon, j'ai l'impression que globalement, Parasite, c'est vraiment un manga culte, mais au sens premier, quoi. C'est-à-dire que c'est un manga pour lequel des gens vouent un culte, quoi. Tu vois, les quelques critiques que j'ai pu lire, déjà, ils sont pas nombreux à être critiques de manga au Japon. C'est pas un vrai métier déjà. Même journaliste. C'est un métier, oui, même journaliste. C'est un métier assez rare au Japon. Et certains auteurs parlent de manga parfait quand ils parlent de Parasite. Et ça revient souvent, hein, même dans les Q&A, ça revient souvent, hein, et même dans le one shot, ça revient souvent, le manga parfait. Mais oui. niveau manga, après des héritiers, je pense que c'est un manga qui a inspiré énormément d'auteurs. Alors moi je pense à principalement les mangas où il y a des notions de transformation, puisque c'est quand même on en avait parlé au moment de l'émission sur la métamorphose, mais pour moi des mangas comme Tokyo Ghoul, Ajin ou Keiju 8 maintenant, c'est des mangas à mon avis qui se revendiquent de Parasite dans une partie au moins, parce que cette notion de la transformation du corps et de l'évolution du héros par ça me fait penser à ça, quoi. Et dans la famille Body Snatchers, je mettrais Time Shadows. Ouais, grave. Body Snatcher, Time Travel, tu vois. Oui, il a mis une petite étape en plus. Il met le genre, il fait un double genre. En même temps, ceci dit, Body Snatcher, c'est de la SF. Oui, Time Shadows aussi, bien sûr, de toute façon. Du coup, Parasite, je sais pas. Si. Moi je le mets en manga. Oui, bah oui, parce que dans le sens où il est précurseur, donc ça serait effectivement de la science-fiction. C'est de la science-fiction méta. Tu mettrais quoi, toi, Cagnard ? Le truc évident et le truc qui limite m'a fait mal, c'est Yu Yu Hakusho. Tu vois, c'est vraiment Yu Yu Hakusho, quand tu vois le traitement de Yuzuke et le traitement de Shinichi, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis vraiment dit, mais Togashi a repompé exactement ce qui arrive tu vois, à Shinichi. T'as limite parfois les mêmes phrases qui dit mais est-ce que t'es encore Shinichi ? Est-ce que tu es bien Shinichi ? T'as exactement ces mêmes questions à Yuzuke dans la fin du manga de Yu Yu, quoi. Tu sais que pour moi Yu Yu Hakusho c'est une synthèse de
un tas de mangas qui sortent dans ces années-là, mais c'est une synthèse parfaite. Ah bah oui, bien sûr. Mais je pense que la parenté, elle est aussi, c'est pareil dans les Q&A. Souvent, Iwaki il dit que lui, son kiff, c'est de surprendre son lecteur, et c'est pour ça qu'il dit, je sais où je vais, mais je vous le dis pas, tu vois. Parce que j'ai envie de vous surprendre. Et pour moi, un Togashi, tu vois, c'est vraiment un héritier de ça, quoi. Cette capacité à surprendre systématiquement le lecteur. Et c'est là où on en revient à Parasite, un manga vraiment précurseur. C'est que je pense, et j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais je pense que l'auteur de Chainsaw Man, c'est pareil, tu vois, c'est un gars, ça me paraît évident que Parasite, ça fait partie de, même des Fire Punch, de ses référents. Ouais, voilà, même dans Fire Punch. C'est évident parce qu'il y a la fusion. Oui, et puis côté body horror, dont on parlait. Ouais. Il y a cette fusion-là, mais même des Fire Punch, on retrouve des thématiques et communes, dans cette notamment dans le volonté côté monde fini, quoi, monde post-apocalyptique. Et puis ce truc de se surprendre, quoi. C'est-à-dire que tu lis un tome à l'autre, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et... Clairement. Tu voyais d'autres mangas, toi, Kanya ? Qui sont dans une inspiration ou dans une. Bien sûr. On a envie de mettre dans une droite lignée. Hein. En fait, c'est exactement pour ça que c'est important de relire Parasite à l'heure actuelle, parce que je pense que vous, auditeurs, si vous lisez Parasite maintenant, ça va vous faire penser à plein de trucs. Alors nous, on a déjà balancé plein de titres, mais je pense que on pourrait avoir plein de surprises à ce niveau-là. Alors. Moi, ça m'a fait penser à To Your Eternity, tu vois, ce côté entité qui tombe sur la Terre, déformation des corps à Donf, apprentissage de l'humanité. Et puis, quelque part, il y avait un truc un peu de Promise Neverland, tu vois, sur le fait de cultiver sa nourriture. Et puis, finalement, 24 heures avant d'enregistrer ce podcast, je vois un post de Kazé sur le nouveau tome de Dlagan. Je fais, mais putain, Dlagan Dlagan, pour moi, c'est vraiment le petit-fils. c'est le petit-fils, mais il y a vraiment le côté, on est sur le côté corps. Et puis, au final, ce matin même, il y a un pote qui m'a dit, Venom... c'est un symbiote. Et je suis là, oh putain, mais oui, Venom aussi. Oui, mais Venom n'a pas été créé avant Parasite. Oui, alors Venom est antérieur. Après, je ne sais pas si ça m'étonnerait qu'il ait été impliqué, tu vois, qu'il ait lu du Venom. Mais c'est marrant ce truc de Parasite qui parasite son hôte. L'hôte conserve quand même une partie de son humanité et de sa réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, les exemples, il y en a de partout. Des héritiers, des antécédents. En fait, il y en a de partout. Et c'est pour ça que c'est un manga qui, pour moi, en tout cas, dans ma lecture, alors que c'est un manga que j'ai découvert de manière assez tardive, je l'ai découvert à ma vingtaine, tu vois. Mais en fait, c'est un peu un manga culte absolu. Et tu peux piocher ce que tu veux dedans et tu peux projeter ce que tu veux dedans, quoi. Et tu peux même aller sur les séries de science-fiction. Avant l'émission, on en a fait une petite liste. Vous allez vous amuser. Reparlons du manga en lui-même plutôt que des références de l'auteur. On parle d'un manga qui va en dehors des sentiers battus. On parle d'un manga qui est en avance sur son époque et notamment sur son ton, Robin. Parce que alors moi, ce qui est marrant, c'est que Parasite, on va dire que j'ai lu 2 fois, principalement. La première fois avec l'édition de 2002 dont je parlais en introduction. Et t'as pleuré ? Clémence voleuse. Non, et à l'époque, je l'ai vraiment lu comme un seinen, sans me poser vraiment la moindre question. Je me disais, oui, je lis un seinen, quoi. Mais c'était il y a un petit moment déjà. Et là, en fait, je l'ai relu, notamment pour l'émission, et puis aussi parce que j'ai rechopé la série dans la nouvelle édition, donc ça m'a fait plaisir de la relire dans des beaux volumes et tout. Et là, vraiment, à l'aune de tous les mangas que j'ai pu lire depuis, qui sont ce qu'on pourrait appeler du shonen up, tu vois, je me suis dit, mais putain, en fait, Parasite, c'est un shonen up avant l'heure, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même un héros adolescent qui se bat contre des monstres. Alors ok, c'est sanglant, mais bon, depuis on a quand même lu l'Attaque des Titans, on a lu Chainsaw Man et compagnie, donc des shonen sanglants, on en a vu un sacré paquet, quoi, avec de la violence frontale et tout. Et je me suis dit, putain, mais en fait Parasite, si ça sortait aujourd'hui, ce serait dans le Jump Plus, quoi. Ce serait pas du tout un seinen pour moi, mais et clairement ça serait pas, quoi. Le manga à la et mode. Ce serait le manga dont tout le monde parle parce qu'il y aurait un animé et tout ça, quoi. Mais l'animé est arrivé très tard d'ailleurs. Oui. Oui, au final, il est sorti beaucoup plus tard. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans les réponses de l'auteur, quand on pense au Q&A, on voit qu'il y a un concept. Il a décidé qu'il avait ce concept, tu vois, d'être parasité. Mais en fait, s'il a choisi le lycée comme point d'ancrage, c'est juste que en fait, ça donnerait plus d'occasions de plot scénaristique. Mais en fait, ça va pas plus loin. Il a pris vraiment le lycée comme prétexte, parce qu'il n'y a pas de franche camaraderie, il n'y a pas de groupe qui se forme, il n'y a pas spécialement d'épreuves à franchir. En fait, le lycée, c'est un prétexte.
qui sert aux attaques de masse, et ça sert à prouver un petit peu le côté inhumain de Miggy. Et Miggy veut se servir d'humain comme bouclier et compagnie, mais en fait le lycée n'a aucun sens plus que ça, tu vois, il a pas poussé le délire plus que ça. On va dire que c'est le seul truc qui manquerait pour que ce soit un shonen up, c'est que je pense que s'il sort aujourd'hui, il y aura un Tanto qui lui dirait ouais mais quand même faut que Shinichi il ait des potes et qu'il y ait une espèce de bande tu et vois, tout ça ça. C'est ce qu'ils ont fait dans l'animé en 2014. Et c'est peut-être le seul truc qui manque qui fait que c'est pas. On en reparlera tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Il y a une autre raison pour toi pour lequel c'est un manga un petit peu en avance sur son temps, avec quelque chose qui se faisait pas forcément à l'époque, Cagnard. Bah évidemment, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de méchant. Alors quand tu commences au début, t'identifies un méchant, mais que ton méchant c'est le parasite, mais t'en as aucun précisément en tête. Et puis plus t'avances, et plus tu vois qu'en fait il y a pas de méchant. Alors t'es dans une espèce de lutte de valeurs, mais sans donner tort ou raison à l'un ou l'autre. Et c'est ce que j'adore, c'est que jusqu'au bout, et je trouve vraiment que c'est le meilleur twist, c'est le maire. C'est vraiment le maire. Il n'y a pas de méchant. Il y en a pas. C'est génial. C'est vraiment genre, même quand tu arrives au maire, au final. C'est pas un parasite. Ah voilà. Et je trouve que ça, c'est assez génial. Et je connais très peu de mangas qui ne désignent pas au bout d'un moment, même si c'est un méchant à qui tu donnes des valeurs et des raisons et compagnie. Là, il n'y a pas de méchant. Il n'y en a littéralement pas. Robin, tu voulais dire autre chose toi sur ce ton décalé et ce ton qui correspond pas forcément à l'époque du manga? En tout cas un seinen, parce qu'au final là je reste dans ma réalité alternative où Parasite serait un shonen up, tu vois, et je pense à Kaiju 8. On avait parlé au moment de l'émission de cette relation de buddy movie entre le héros et son pote. Et je trouve qu'il y a vraiment dans Parasite aussi ce côté buddy movie entre. Oui, il leur manque juste le fait de prendre la route. Shinichi et Miggy. Il y a vraiment ce côté. C'est pas des potes parce que Miggy c'est pas vraiment un être humain, il a pas des réactions d'être humain normal, mais il y a quand même ces espèces de petites. Alors c'est surtout au début du manga, mais il y a ce côté quand même, cette espèce de relation un peu comique entre Shinichi et Miggy. Et c'est un espèce d'archétype de buddy movie qui est un petit peu en plus. Retravaillé, puisque Miggy est quand même une entité un petit peu particulière, et c'est ce qui crée aussi des ruptures comiques. C'est le côté Miggy, il est hyper froid des fois sur certains trucs, il comprend pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un petit peu le sel de ce bouquin, c'est qu'il y a un humour noir par moment qui est absolument génial. Il se cache, tu vois, cet humour noir. Il est pas là en mode vous allez rigoler, attention, regardez-moi. J'arrive pas à voir d'autres œuvres à l'époque qui avaient ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus courant de l'humour caché, de l'humour discret. À l'époque, j'ai pas d'autres. Alors peut-être que c'est juste que ça m'échappe et que j'ai pas assez regardé ma mangatech. Et qu'on n'a pas assez de culture aussi, peut-être. Peut-être aussi. Mais voilà, j'ai pas ce truc forcément d'humour noir que j'ai vu un tout petit peu plus tard, tu sais, mais pas beaucoup, de 2-3 ans. Mais qui est pas arrivé déjà, quoi. Mais c'est parce qu'on oublie à quel point c'est vieux, Parasite, quand même. C'est qu'il y a quand même la fin 80. Tu vois le côté buddy movie, mais moi en fait ça m'a frappé, au milieu de l'histoire. Et tu vois, quand j'ai vu que Robin y avait pensé aussi, je me suis dit ok, on est bien d'accord, parce que le principe du buddy movie, c'est deux personnalités qui se détestent, qui ne sont pas censés pouvoir se comprendre, et au final qui vont œuvrer toutes les deux dans le même sens. Je me suis dit, mais c'est vraiment un putain de buddy movie. Et du coup j'ai réfléchi au buddy movie, on va dire fantastique, et pour moi dans le cinéma, j'ai pris l'exemple du cinéma parce que je me suis dit que c'est plus là qu'on voit ce genre d'exemple. Puis dans buddy movie, il y a movie. Oui, déjà. Surtout à l'époque du manga, à l'époque où le manga est sorti, c'était fin 80-90. Là, c'est clairement l'âge d'or des buddy movies. Et du coup, je me suis demandé à quoi ça pouvait faire penser, c'est-à-dire un être humain et un être fantastique, on va dire. Et je me suis dit que ça correspondait plus à des humains qui collaborent avec des robots ou avec des intelligences artificielles. Et du coup, ça me fait penser, et là, c'est la petite reco cinéma de Kenya, parce que j'ai vu ce film-là, donc je le place un peu au forceps, mais j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle Upgrade, et qui est un film que je ne voulais pas voir parce que je trouvais le principe trop débile. C'est un mec, tu vois, qui est avec sa femme et tout. Il subit une attaque. On est dans le futur, hein. Et en fait, sa femme est morte. Il termine tétraplégique. Le moyen de s'en sortir, c'est qu'on va lui intégrer une espèce d'intelligence artificielle qui va lui permettre de retrouver toute sa liberté de mouvement.
C'est super con comme truc, tu vois. Du coup, Bah, c'est un Black Mirror en long métrage, quoi. exactement. Lui, il va décider de retrouver les mecs qui ont vengé, qui ont tué sa femme, tu vois, pour se venger. Et putain, le film est Je génial. m'attendais pas à ce que tu me dises ça sur la... Ah bah oui. Du coup, comme le mec il peut bouger, il va tuer tout le monde. Ben oui, Quoi non mais on est d'accord que c'est débile, c'est complètement débile. Et en fait, je vous assure, ce film est génial parce que évidemment c'est une intelligence artificielle, donc on est entre un humain qui a des valeurs morales et une intelligence artificielle qui elle a des valeurs uniquement codées 0, 1, 0, 1, tu vois, cause, conséquence et compagnie. Et je vous conseille vraiment ce film parce que vous allez être surpris de ce pitch très débile, qui a l'air très con. À la fin du film, je me suis dit putain, mais faut qu'il fasse une suite. C'était faut qu'il fasse une suite. la reco de Cagnard. C'était la reco. Allez ciné. Robin, toi je te donne une reco cinéma. Bah moi j'ai un petit peu parlé de cinéma aussi, mais très rapidement, c'est que en gros pour le ton du manga dont on parlait tout à l'heure aussi, moi ce que je trouve intéressant dans Parasite, c'est qu'il évolue aussi vachement au fil de l'histoire, c'est-à-dire qu'il commence vraiment, donc là c'est ma référence cinéma, comme un récit teenage à la The Faculty, tu vois, c'est vraiment un truc d'invasion, les extraterrestres sont là, bon là c'est pas des extraterrestres mais bon bref, l'invasion est là et comment les adolescents, ou en tout cas un adolescent va réagir face à ça, mais finalement très vite le manga il évolue, bah voilà, il y a des étapes vraiment réellement tragiques, on a parlé de la mort de la mère de Shinichi et tout ça, et ça fait vraiment, ça transforme le héros et vraiment ça fait aussi vachement évoluer le ton du manga vers autre chose. Je pense que à la limite je disais shonen up, ça commence comme un shonen up, peut-être petit à petit tu dis ouais ok là ça commence à aller un peu comme The Faculty qui a l'air d'être un teenage movie puis qui est sérieux parce que c'est Robert Rodriguez derrière. Voilà, et c'est ça aussi tout pour moi le brio des gens qui savent transcender un vrai récit de genre, c'est quand ils arrivent à faire ça en fait. C'est-à-dire que quand ça commence comme un truc un peu léger série B et en fait ça t'amène vers un truc qui te fait poser des millions de questions. C'est exactement ce qui se passe dans Upgrade. Est-ce que vous voulez vous coucher moins bête? Vous savez comment s'appelait The Faculty au Japon quand il est sorti? Non. Parasite. Allez, voilà, ça c'est pour donc, vous. C'est à mon avis, Robert Rodriguez, il fait partie des fans de Parasite. Ou alors les distributeurs de The Faculty. Ça se trouve, c'est Robert Rodriguez qui a dit je veux qu'on l'appelle Parasite. C'est ça. Ou alors c'est juste le distributeur. Non, moi, ce que dans le ton, malgré tout, dans tout ça, ce que j'adore aussi dans Parasite, c'est cette attention aux détails. Jusqu'à la conclusion. La conclusion du manga, elle est surprenante. Ouais. J'ai beau réfléchir, dans tous les éléments clés, il n'y a pas un moment où je me suis dit tiens, ça je l'aurais fait différemment. C'est bien, hein, mais je l'aurais fait différemment. Non, il n'y a pas un seul moment donné où je me suis dit ça va, ouais, moyen. Non, le manga parfait. Bon. C'est incroyable, c'est fou. Ouais. C'est tellement rare de voir autant de détails comme ça et de voir à chaque grande partie du manga, de voir que tout est bouclé, que tout est contrôlé, que tout est maîtrisé. Ouais, et c'est génial la fin quand d'ailleurs l'auteur lui-même dit, tu sais, le dernier plan c'est un plan sur la main droite de Shinichi qui a sauvé sa copine et tout, puis qui tient sa copine par sa main droite, et donc il y a un gros plan sur sa main et c'est tout. Et l'auteur dans la postface derrière a dit ouais, j'ai hésité à la fin à faire apparaître un œil sur la main pour dire genre Migi est encore là, parce que en gros tout le principe aussi c'est qu'il y a à la fin du manga il y a le deuil aussi du héros par rapport à Migi. Et rien que l'auteur se soit posé cette question et qu'au final il ait dit non, je veux pas montrer d'œil parce que je veux pas qu'on sache vraiment si Migi est de retour ou pas. Je fais putain, mais là tu dis ouais, lui il se creuse la cervelle quand même. C'est tellement parfait. Cagnard, une dernière chose sur le ton, sur l'ensemble de l'œuvre avant qu'on avance et qu'on parle un petit peu de métamorphose des personnages et puis de la fin aussi. Bah, en fait, c'est là qu'on reconnaît, mine de rien, les grandes œuvres, c'est que, comme dit Robin, le ton évolue. Pour moi, il y a clairement 2 cycles dans l'œuvre. Voire 3, dans ma tête, je suis un peu encore en train de les différencier. Alors attends, tu me dis, moi j'en vois 2 et tu me dis ce que t'en penses. Moi je vois toute la partie avant qu'il fusionne avec Migi et après qu'il fusionne avec Migi. C'est moi je l'aurais divisé comme ça. Tu vois, moi je le vois jusqu'à la mort de sa mère. Ça pour moi c'est un cycle. Ouais. Et du coup il y a le cycle 2 pour moi qui fait les parasites dans la société, on va dire. Et j'ai un 3e cycle, mais celui-là je le laisse un peu en prime. C'est au final une fois qu'il a combattu Goto, là, tu sais, c'est un peu le au revoir, tu vois, qu'il a. Tu le vois comme un avec cycle. Le deuil de Migi, quoi. Ouais, voilà, le deuil de Migi, je le vois un peu comme un cycle à part. Et tu vois, ce qui me fascine, c'est que le ton au début, le ton de l'histoire au début, il est super léger. Puis le héros perd ses proches, il se rend compte du côté dramatique de son histoire. Et en plus, plus on avance, plus l'histoire elle prend un aspect vertigineux. C'est-à-dire que
on part quand même du quotidien d'un lycéen, du quotidien qui va être compliqué et compagnie, pour arriver jusqu'au sort du monde, tu vois. Et je trouve que c'est de la maestria, on va dire, à ce point-là, de réussir à faire partir de l'individuel. Tu chopes le lecteur avec de l'individuel, tu vois. Tu le chopes vraiment et tu dis, et toi, si ça t'arrivait, comment tu ferais ? Bon, bah, je me débrouillerais, ma main droite ferait un pénis, comme Miggy, tu vois. Et t'en arrives à une espèce de complot mondial où il y a les militaires qui sont rentrés là-dedans. Et ce qui me fascine, c'est à chaque fois de retomber sur les premières planches de Parasite, de relire le début, où je me dis, mais putain, ça pourrait être Doraemon, ce truc. Ça pourrait être un manga gag, tu vois, genre... Ouais, mais t'as embarqué. Un... Il t'a mis sur un truc grand public pour t'embarquer dans son même chemin, si quoi. ça resterait un manga gag, je le lirais avec plaisir. Ça me passionnerait pas, mais je trouve ça génial et je trouve que c'est un peu une empreinte vraiment des grands maîtres de partir d'un manga qui te fait sourire au début, les blagounettes sont drôles, jusqu'à un truc où le héros a perdu une partie de son humanité, on est en train de questionner la survie de l'humanité. Bah ça c'est all-in, tu vois. Le manga lui-même a subi sa métamorphose et ça tombe bien. C'est ça. Parce que il y a un mois on a fait une émission sur la métamorphose et toi Robin t'as dit oui alors moi je voudrais parler de Parasite parce que métamorphose. C'est ce qui a lancé cette émission. Non. Ah bah du coup vas-y on parle de Parasite, on parle de métamorphose maintenant, vas-y. Il l'a dit comme ça. Non. Oui, je crois que c'est exactement le ton avec les mêmes lettres. Non, bah oui. N-A. Oui, bah parce que c'est un récit de métamorphose. Bah parce que déjà, quand je parlais des héritiers, j'ai quand même beaucoup parlé de manga de métamorphose. Donc a priori, ça veut dire que Parasite en est lui-même un. Mais déjà aussi, je parlais du fait que c'est le parcours d'un adolescent qui se construit face au monde des adultes. Donc l'adolescence, c'est quoi ? C'est une période de métamorphose. Mais c'est physiquement, même pour Shinichi, une métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a une entité autre qui prend possession de lui, qui transforme son corps. En tout cas une partie de son corps. Et ce qui est vachement intéressant dans ce récit de métamorphose, c'est qu'il est double en fait. C'est que t'as Shinichi qui est certes le héros humain auquel nous on s'attache en tant que lecteur, mais t'as aussi l'entité Migi, que lui-même il a nommé comme ça parce que c'est sa main droite et c'est un jeu de mots sur le fait que Migi ça veut dire droit ou je sais plus quoi. Ouais, un truc comme ça. C'est comme nous au français on le rappelait droiti. Ouais, c'est ça. Bon, ça aurait été moins bien. Mais et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une espèce d'initiation double. Alors, on parlait aussi au moment de l'adolescence des parasites versus les humains, tu vois, chacun, en tout cas Shinichi évolue, les parasites évoluent, t'as deux parcours, deux initiations qui s'entrecroisent et en fait elle peut être incarnée limite par le personnage, en tout cas l'entité Shinichi / Migi, tu vois, c'est l'entité qui croise ces deux initiations parce qu'au final, ce qui est super intéressant, c'est que par cette métamorphose, Shinichi lui-même il évolue, il s'éloigne de sa nature humaine, on peut dire l'enfance quoi, entre guillemets, le moment où il devient adulte, qui est même caractérisé par même une métamorphose physique quoi, c'est-à-dire que quand il a fusionné avec Migi, qu'il devient adulte, il change même de gueule, il change de coiffure, il change de caractère, ça devient un loupard. Sa copine ne le reconnaît plus, enfin tu vois, vraiment lui il s'est transformé. Et c'est parce qu'il met un chien à la poubelle aussi. Oui, en plus il y a cette histoire qui est assez mais qui est tellement bien mis en scène, c'est incroyable, ce passage là il est fou quoi, genre. Alors vraiment, tu sais que c'est le seul passage que j'ai retrouvé, j'ai l'impression vraiment plan par plan dans le manga, l'animé, le film. Non mais parce qu'il est fou ce passage, vraiment. Celui-là, faut pas le rater. Ah non mais clairement c'est un climax qui a l'air de rien comme ça, parce que c'est juste voilà, il a trouvé un chien mort et il le jette à la poubelle et c'est incroyable la relation avec sa copine, les discussions qu'il a et tout. Mais oui, tu viens de me le redire, ça me fait un shoot de souvenirs. Oui, mais c'est parce qu'avec toi les chiens c'est quand même un truc un peu. Bon certes, mais il y a franchement même en termes de mise en scène c'est fou. Mais du coup ce que je voulais dire c'est que donc Shinichi lui il évolue, mais Migi aussi, tu vois. Et en fait finalement leurs deux initiations se croisent. Migi il part d'une entité hyper rationnelle, comme disait Cagnard tout à l'heure sur A01, tu vois, ça pourrait quasiment être un robot quoi. Et en fait il commence un peu à, alors au début pour sa propre survie, se poser des questions sur mais peut-être que si mon humain meurt, si mon humain meurt, ça me fout dans la merde, donc faut quand même que je m'intéresse à comment il réagit et comment je peux le faire se sentir bien dans sa peau et tout. Et au final, lui-même va petit à petit évoluer et gagner en humanité, là où Shinichi perd. Et au final, tout ça va aussi s'entrecroiser dans un espèce de climax à la fin quoi, quand Shinichi disparaît. Il y a une scène d'adieu. Mais c'est pareil, tu dis, c'est fou de créer une scène d'adieu aussi déchirante entre un
personnage qui ressemble à rien, quoi, parce que Miggy c'est quand même un pauvre truc, quoi. C'est une espèce d'amas de Miggy c'est chair. quand même le plus kawaii des mais parasites. bon, mais c'est quand même un amas de chair avec une bouche, tu sais, en plus limite on dirait un dessin d'enfant de lèvres, de, tu vois, de bouche, avec tu les vois, lèvres comme les bonbons là. c'est ça, ouais. et il arrive à créer une scène où Miggy dit adieu à Shinichi, et tu sais, c'est même toi t'es triste alors que c'est quand même une espèce de créature qui ressemble à rien qui dit adieu à un humain. Enfin, je trouve que voilà, dans l'évolution des deux persos, il y a quelque chose d'assez incroyable en termes de maîtrise, quoi. Cagnard, sur la métamorphose, toi, de ton côté, tu la vois comment ? Bah, alors, la métamorphose que je vois la plus importante dans ce manga, pour moi, c'est l'adaptation. Quand on parle d'adaptation, c'est vraiment... Tu vois, je pense à comment Miggy va s'adapter au monde des humains, au début, mais en même temps, comme dit Robin, comment Shinichi, en fait, au fur et à mesure, il trouve ça complètement horrible et gore, mais il va s'adapter au mode de vie qui est plutôt cruel des parasites. Et je trouve que c'est il va les hyper comprendre intéressant. quelque part. Bah, il va les comprendre. Et au début, il ne veut pas tuer, mais au final, ça devient assez lambda pour lui, tu vois, de commencer à les tuer. Et il y a un sujet qui, je trouve, revient tout le temps, c'est celui des sentiments. Parce que Miggy est dénué de sentiments au début, mais bizarrement, à un moment, il va aller jusqu'à défendre son hôte corps et âme. Et c'est vraiment, je crois que c'est la séquence que je préfère en fait dans le manga. C'est l'interrogatoire avec le détective privé quand ils essayent de le menacer pour lui dire tu arrêtes tes investigations maintenant et compagnie. Et en fait, t'as Miggy qui va faire une espèce de déclaration, et je peux même pas dire s'il la pense vraiment ou si juste il veut faire peur au mec, mais en gros il lui dit clairement si tu fais le moindre mal à Shinichi, moi je te défonce. Et tu sais, c'est bizarre parce que c'est la séquence qui m'a au final le plus touché, où je me suis dit Ouais, mais tu vois, ah ok, là j'ai l'impression que Miggy ressent vraiment des sentiments mais pour c'est parce que Shinichi. Miggy, effectivement, comme tu le dis, il a eu sa métamorphose, mais il a eu sa métamorphose à partir du moment où il a fusionné avec Shinichi. Tu vois, quand je parlais de la fusion de Shinichi et Miggy, mais ça va dans le sens aussi ça va dans les deux sens. Bien sûr, ouais. Puisque Miggy est une partie du cœur humain de Shinichi. Et puis au final on a une évolution de l'homme Shinichi, mais pour moi il y a une évolution de l'homme avec un grand H, parce qu'au début limite on peut se dire que les parasites ils sont cruels parce que tu sais ils bouffent comme ça d'un coup, tu sais il y a des mares de sang et tout, mais en fait eux leur modus operandi ils changent pas du tout, ils mangent. Et au pire, on va dire qu'ils se modernisent un petit peu en faisant des sortes de cantines. Alors que du côté des hommes et des humains, on sent que ça les pousse à des extrémités qui les mènent au final jusqu'à un massacre. Et un massacre où potentiellement ils ont tué plus d'humains que de parasites. Oui, mais les parasites se sont pas laissés faire aussi, c'est de leur faute. Évidemment, mais je trouve que c'est limite plus intéressant du côté des humains de voir se cette dire métamorphose-là. ouais, putain, ils vont loin quand même, quoi. Clairement. Continuons sur cette émission, parce qu'on est censé bientôt la finir. Bon, on dépasse, c'est pas très grave. Vous êtes avec nous, vous pouvez mettre pause et puis vous reprendrez la prochaine fois. Vous êtes avec Oui. nous? Oui. Alors, personne ne répond, tu sais, on est que nous trois. Enfin, si avec Robin, on peut te répondre si tu veux. Tu recommences, vas-y. Ah non, j'avoue, j'ai cru que quelqu'un allait me répondre, mais c'est pas grave. Non, mais on va balayer quelques personnages. Robin, tu as la relation Shinichi-Miggy, bien sûr. Bah oui, je parlais du buddy movie, c'est la relation principale, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as aussi le personnage de Murano, donc qui est la copine de Shinichi, et Dont on a très peu on parlé. n'a là, pas hein. beaucoup parlé parce qu'en fait, elle est pas très motrice dans le récit, on va pas se mentir, hein, c'est peut-être... Non, mais elle questionne Ouais. sur les changements, sur justement les métamorphoses Bah bien sûr, oui, voilà. de Shinichi, Bah, parce que tu vois, celle qui le connaît le mieux finalement. c'est ça, de tous parce les que, autres parce que personnages. typiquement, quand je disais, il se transforme physiquement et tout, et même mentalement, notamment quand il a perdu sa mère, c'est elle la première qui va donner les indications au lecteur. Bon, le lecteur le sait déjà par l'apparence physique de Shinichi, mais elle va vraiment donner les indications que c'est plus le Shinichi qu'elle connaît, quoi. Et donc finalement, t'as une espèce de... Alors j'allais pas dire un triangle amoureux, parce que bon, Miggy il s'en bat un peu les couilles de l'amour, quoique il s'intéresse à la conception de l'amour. en tout cas à la procréation et au fait que ça Tout à mobilise fait, et j'ai les trouvé ça sentiments humains. justement dans la métaphore de la métamorphose, dans la métaphore du passage à l'âge adulte, le fait qu'ils aient leur première fois. Ouais.
dans le manga, c'est rare en fait. C'est un truc à l'époque, ça se assez faisait rare, pas dans beaucoup de mangas cette Et première fois. Miggy n'intervient pas. J'avoue Et que j'avais Miggy- peur que Miggy non mais en intervienne. plus Miggy, tu vois, il a vraiment ce truc de Il buddy. dort 4 heures. Ouais, quand même. et il a ça, mais il a ce truc de buddy de, tu sais, c'est le copain quoi qui est là, genre, Ouais. bon, il va pas lui dire, allez, vas-y, dis-lui que tu la trouves belle et tout, mais non. Il y a un petit côté wingman parce qu'il y a Mais même des moments ouais, voilà, il a ce où petit côté Shinichi wingman, lui demande mais comment je devrais réagir là à ce moment-là Et à souvent, c'est des trucs un peu marrants parce que Miggy lui dit toujours genre, je sais pas, je vous comprends pas trop vous les humains, vous êtes bizarres. Faites ce que vous voulez. Voilà. Mais il y a quand même cette espèce de triangle. Alors même si finalement Murano, elle n'aura jamais rencontré Miggy et elle lui aura jamais vraiment parlé, tu vois. Mais au final, il y a cette espèce de triangle de personnages. Je trouve qu'on laisse un voile sur le fait qu'elle ait pu s'en rendre compte ou pas. Ouais, c'est ça. On sait pas vraiment quoi. Mais finalement, d'ailleurs, même l'ensemble des personnages ne savent pas non, la parce que véritable nature même de Kana ne le Shinichi. saura jamais. Son père le saura pas. Son père non plus. Son père, t'as l'impression qu'il a Il y a même que pas. Mamoru finalement. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que son père, il a pas trop capté ce qui s'est passé, quoi. Même avec sa femme et tout, tu vois. Il y a un truc. Oui, il est dans le deuil, quoi. Ouais, il est dans le deuil, mais il tease. Rien qui tease. Non, mais c'est vrai que. En même temps, oui, non, mais c'est vrai que c'est une réalité dans le deuil aussi. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je reprenais l'exemple tout à l'heure du deuil. C'est vrai qu'au final, il y a que Mamoru, et moi, à la limite, c'est le seul bémol que je donnerais à ce manga, c'est le personnage de Mamoru. Je trouve qu'il est. Moi, je le trouve vachement intéressant, ce personnage, et il est pas très très bien Oui, exploité, mais comme il est je un trouve. peu nul, je pouvais peut-être pas l'utiliser beaucoup plus. Ouais, mais tu vois, moi, ça me faisait plaisir d'avoir justement un personnage où à un moment donné, Shinichi, tu sais, ça le libère vachement de se dire putain, j'ai enfin rencontré un mec comme moi, on peut se parler, on peut se comprendre et tout. Et en plus, j'aime bien aussi la relation entre Mamoru et son parasite. Elle est rigolote aussi parce qu'elle est pas vraiment comme celle de Miggy. Et puis tu sais, tu te rends compte que lui-même en tant que parasite a évolué différemment parce que c'est en regardant les films à la con que Mamoru regarde qu'il a évolué et qu'il se met à parler comme les acteurs de cette époque et tout. Et c'est rigolo, tu vois, de voir un personnage avec la même configuration que Shinichi mais qui a évolué de manière totalement différente. Et limite, c'est une petite déception que j'avais, c'était putain, Mamoru, j'aurais bien aimé. Moi, j'étais persuadé qu'il allait crever. Qu'il ait plus Pour d'importance. moi, c'était quasi sûr. Moi, qu'il j'avais allait surtout le pas faire envie crever. qu'il meure quand il était encore vivant. Mais ouais, parce que j'aime vraiment bien, j'aime bien ce personnage. C'est marrant parce que dans Parasite Reversi, on en reparlera dans quelques instants, mais du coup c'est l'inverse. C'est le personnage c'est le Shinichi de Parasite Reversi qui est le méchant. C'est ça. Du coup ça inverse le ça truc. inverse totalement la chose. De quel personnage on voulait parler? Bon, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, Miggy, sa logique imparable. Je trouve ça génial. Un personnage logique, ça donne toujours un regard objectif sur les choses. J'aime bien. Ouais, et ça crée des petites ruptures comiques un peu et en rigolotes plus ça crée des ruptures comiques. Tu vas adorer Upgrade. Tu vas vraiment adorer Upgrade. Ok, je vais regarder Upgrade et puis je vous tiens au courant, surtout que dès que je l'ai vu, j'essaie de le voir avant la prochaine émission. T'avais d'autres personnages que tu voulais balayer, toi, Cagnard? Ouais, mettre une petite balayette, tu sais, moi c'est un kiff, hein, mais. Alors, balayer, c'était pas mettre une balayette, mais c'est pas grave. Ouais, ils abrouilleront. Mais moi, il y a un personnage que j'aurais bien aimé voir plus exploité. En fait, c'est celui du père de Shinichi, tu vois. Et je me souviens qu'à la lecture, quand je l'avais lu, et je me suis dit, putain, dans une bonne tragédie shakespearienne, tu vois, le daron, il aurait dû devenir chasseur de parasites, en fait. Et chasseur de parasites pour, au final, tomber sur son fils qui est lui-même à moitié parasite et du coup décider. Bon, là, c'est mes fantasmes. Ça aurait été pas mal, ouais, ça j'avoue. Je t'aurais suivi là-dessus. C'est mes fantasmes de lecteur, mais je trouve que c'est peut-être le seul point où je trouve qu'il y a de la faiblesse, c'est les persos secondaires. En fait, tu en vois beaucoup, mais je trouve qu'ils sont jamais vraiment exploités. Et on s'intéresse toujours plus aux parasites qui sont très, comme tu dis, objectifs. Ouais, mais tu vois, Reiko, elle est. La prof, c'est un personnage secondaire, mais super important. En fait, je parle des personnages secondaires humains. Je parle pas des parasites. Genre le détective privé? Le détective privé, le tueur, il est le tueur en important, série. Tu vois, malgré le tout. commissaire à la fin, il est. Ah oui, non, mais ils sont importants, mais j'aurais bien aimé avoir plus de background. En fait, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un truc un peu déséquilibré. Oui, mais on aurait s'intéresse. dilué le manga. Sûrement. Mais en même temps, c'est un manga qui est pas très long. Donc, je lui en aurais pas voulu. T'aurais rajouté un tome, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de persos où je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, leur donner un peu de background, creuser un peu. Mais franchement, je chouine, littéralement. Là, ouais, parce que tu vois, moi, Ryoko Reiko et Goto, moi, c'est des personnages qui m'apparaissent absolument fascinants. Ils sont identifiés dès le début comme des antagonistes, et à la fin, j'ai totale empathie pour eux, quoi.
la fin des deux personnages, on a une empathie. Bah, c'est vrai parce que en fait je pense que ce qui crée ça c'est parce que lui-même je veux dire Shinichi lui-même a de l'empathie pour eux en fait. Ouais. C'est que en gros en général la fin des deux crée quelque chose dans Shinichi. Alors bon Reiko c'est il fait enfin le deuil de sa mère par la mort de Reiko en fait quoi. Parce que ça fait quand même un moment où tu te dis putain mais mec ta mère est morte, t'as l'impression que tu t'en bats les couilles quoi. Et en fait ici enfin et Goto c'est plus le deuil avec Migi, mais il y a aussi ce côté la décision qu'il prend tu sais à la fin quand Goto est en train d'agoniser et de se décomposer et tout et en gros Shinichi doit faire un choix, est-ce que je l'achève ou est-ce que je laisse se reconstituer qui je suis pour prendre cette décision là tu vois en gros. Et du coup c'est intéressant sur comment ces deux disparitions de personnages ont un impact sur Shinichi. Je pense que c'est ça qui crée l'empathie aussi. Et puis Cagnard, il y a le maire et tous les personnages de la mairie quoi. Moi je trouve que la fin de la série, la fin de ma série, tu vois, de mon Parasite, elle se situe vraiment là. Je trouve ça assez génial quoi. Parce que déjà Shinichi, et je trouve ça hyper original, il est complètement extérieur à cette séquence. Il est étranger, il est dans un camion, il est à côté. Et je trouve que pourtant la tension elle est vraiment à son paroxysme quoi. Surtout, alors en plus il n'y avait aucun besoin de rajouter ça, mais t'as un tueur en série humain qui débarque à ça et qui, alors déjà qu'il est tueur en série, mais en plus il a une capacité à percevoir les parasites. Je trouve que la tension est assez ouf parce que là on est censé faire confiance à un tueur en série. Et c'est plutôt démontré dans la séquence, il s'en fout. Lui en vrai, il s'en fout, il peut dire lui c'est un parasite, lui non. Ouais, et on l'introduit Uragami clairement pour la toute fin de la série après cette séquence. Et finalement, c'est sa séquence d'introduction presque ça. Ah mais complètement, séquence d'introduction et de fin, tu vois, ça va. Et typiquement lui, j'aurais aimé aussi un petit peu plus de background sur lui, tu vois, même si en vrai, tu comprends toute son histoire. Hein. D'ailleurs, il y a un flashback depuis qu'il est petit et tout, tu vois. Mais je trouve que pour moi, toute la fin, la meilleure fin, la fin que je préfère, même si je critique pas du tout la fin du manga Parasite, mais pour moi, là où il y a tout, c'est vraiment cette séquence. Je trouve que ça représente bien en fait l'ambiance de la série. C'est froid, c'est sans concession, c'est sans subjectivité. Il y a deux espèces qui s'affrontent. Et les deux vont être monstrueuses. Et je trouve que mais il n'y a pas vraiment Shinichi, la partie donc c'est pour ça que ça pouvait pas être la fin. Pas Shinichi. Moi, je me suis posé des questions sur les différentes fins possibles. Il y avait une fin possible après la séquence de la mairie. Il y a une fin possible avant le combat contre Goto. Finalement, il aurait pu s'échapper. Et il aurait pu faire une autre vie ailleurs, loin de Goto, et faire une vie avec Migi, tu vois. Enfin, ça aurait pu être une fin ouverte comme ça. C'est dans les, oui, je pense. dans le cas des possibles, tu vois. Et puis il y a la vraie fin. Et la vraie fin, elle est quand même terriblement satisfaisante parce que c'est un semi-happy end, quoi. En fait, au final, c'est ce que j'aime bien quand même si tu vois, la séquence de la mairie, c'est ma séquence préférée. Je trouve que l'affrontement final, en fait, il est surtout là pour mettre en avant la relation de Migi et Shinichi, tu vois. Au final, moi, le combat ne m'intéresse pas plus que ça, même s'il est un peu tactique. Et c'est que je trouve que c'est un truc où même le manga a évolué là-dessus, où avant juste ça tranchait. Au final, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus tactique. Carrément, Sauf que au final, quel est le dernier affrontement ? Alors je suis désolé, je vais faire une comparaison à 2 balles, mais moi c'est Naruto Sasuke, tu vois. C'est vraiment Migi et Shinichi, tu vois. Vous allez devoir vous séparer en fait. Vous allez malheureusement devoir vous séparer, et je trouve que c'est hyper beau de terminer comme ça, tu vois. On te laisse quand même le doute sur le fait qu'ils se séparent vraiment. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que le dernier affrontement du manga, il a pas lieu contre un parasite, il a lieu contre un être humain en fait. Et je pense que c'est aussi le fait de, en gros, Shinichi a beau s'être débarrassé de Goto, qui était la menace ultime en termes de, de menace parasitaire, parce que c'était vraiment le Thanos, le mec qui était devenu surpuissant, capable de fusionner machin et tout. Et au final, une fois qu'il s'est débarrassé de lui, parce qu'il finalement il a décidé de s'en débarrasser alors qu'il a hésité, le véritable, ça veut pas dire qu'une fois que tu t'es débarrassé des parasites, la menace n'existe plus en fait, quoi. Il en reste le mal encore, existe toujours et il est parmi nous, et encore le mal il est parmi les humains. Oui, mais c'est pas le mal.
C'est pas forcément le mal, puisque du coup, c'est ce qu'on voit aussi à la fin, c'est que le pire, finalement, le pire, c'était l'humain. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que une fois que tu t'es débarrassé du mal entre guillemets absolu, bah il reste en fait une source de mal qui est parmi les humains. Et qui est nous-mêmes, exactement. Mais c'est un beau au revoir, je trouve. Non, c'est un très beau au revoir. Un très beau au revoir. Cette fin, il y a encore beaucoup à dire sur ce manga. Faire 1 heure dessus, c'est vraiment pas assez. Mais bon, faut bien décider. À un moment donné, faut trancher. C'est ça. On peut pas non plus faire 15 heures. Bon, voilà, c'est Naruto qui avait raison, et voilà, on avance. Non, parlons un peu des adaptations et des dérivés, parce que y a quand même, quand on a fini Parasite, on a quand même moyen d'avoir encore Parasite. C'est ça aussi qui est fort avec ces licences-là. C'est récent, malgré tout. Tout date de 2014. Il y a eu année charnière, au bout de 16 ans, ils ont fait allez, on remet tout au goût du jour. C'est ça, parce que Parasite, ça a longtemps été un manga un peu, c'était pas hype, hein. Ouais, enfin, je veux dire. Nous, quand on a commencé le podcast, c'est pas forcément le manga hype. Ça aurait presque pu être un manga oublié, tu vois. Moi, je peux te parler de la première fois que j'ai lu Parasite. J'étais à la fac, il y avait que le tome 1 qui était disponible et je ne savais absolument pas ce que c'était, et le manga m'a ennuyé au tome 1, tu vois. J'ai lu le tome 1, je fais ouais, ok, d'accord, donc il va avoir un extraterrestre dans la main, et je l'ai jamais relu. Ouais. Et c'est des années après que je me suis dit ah bon, c'est une œuvre culte. Moi en fait je l'avais lu, et c'est au moment où il y a eu la hype qui s'est recréée par la diffusion de l'animé en fait, qui est arrivé très tardivement, et où en fait j'ai vu, tu sais, tu vois retomber des tweets de gens qui disent Parasite tome 7, il est en rupture, qu'est-ce qui se passe, et les gens qui engueulent Glénat et tout, et t'es là, tu fais mais qu'est-ce qui se passe avec ce manga là? Moi je l'ai lu il y a quelques années, ok, mais personne n'en parlait, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une espèce de gloire tardive de ce manga. Alors tant mieux, parce que du coup, ça nous a permis d'avoir aujourd'hui accès à cette nouvelle édition, mais qui est plus belle, qui est quand même plus chouette, qui s'est créée par la diffusion de l'animé, quoi. Mais tu sais que la série animée, quand elle est sortie au Japon, ça a engendré un vrai regain de popularité autour de l'œuvre, alors qu'elle était déjà connue, mais effectivement d'une partie d'initiés, et qu'elle était en partie oubliée, que ça pouvait être un manga culte oublié, quoi, parce qu'au Japon, il y a eu près d'un demi-million d'exemplaires qui se sont écoulés à la suite de la sortie de l'animé, et même si c'est au Japon et qu'on n'est pas sur les mêmes quantités que nous, un demi-million c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà vachement bien. Ouais, et puis tu te rends compte que c'est vraiment un nouveau lectorat, une nouvelle génération qui a découvert ce manga. Pour en revenir sur le fait que c'est un manga précurseur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça revient, c'est que la diffusion d'un animé, d'un manga des années 80-90 en 2014 intéresse des nouvelles personnes, quoi. C'est un super plan marketing. La série animée, elle, donc, est sortie en 2014-2015. Elle fait 24 épisodes. Elle est assez complète, hein. Elle reprend quasiment l'intégralité du manga et quasiment rien qui diffère. Il y a des choses qui diffèrent. Au début, donc, Shinichi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des lunettes. C'est quand même très bizarre, mais ok. C'est une grosse différence. En même temps, c'est une victime au début du manga. Celle qui a les lunettes, justement, la fille du cours de dessin. Ah oui. Et elle se fait pas tuer dans l'animé. D'accord. Et elle est là du début à la fin. En fait, elle a deux copines. Elle a deux copines qui restent, dont elle. Satomi a deux copines et elles restent ensemble. Voilà. Je vérifierai s'il y a des belles chemisettes, moi, c'est le seul truc. Alors effectivement, j'ai pas fait attention aux chemisettes. Je trouve globalement, de toute façon, sur l'animé, mais c'est assez logique, le ton un peu plus léger que dans le manga. On n'enlève rien, mais on a un petit peu plus sur les passages un peu classiques de l'adolescence. Genre, je rentre du lycée avec les copains et les copines. Je sais pas, il y a des petits détails comme ça qui me font appuyer un peu plus, mais en même temps, ça vise les adolescents. Oui, et c'était l'idée, je pense. En cible première, donc c'est normal. Et c'est aussi par rapport à ma lecture. C'est-à-dire que naturellement, moi, ces passages, à mon avis, j'ai fait c'est bon, il rentre du bahut, hop, je me fiche. C'est possible que moi je passe plus vite sur ces passages-là. Oui, et puis tu connais maintenant, au bout d'un moment tu connais et tu sais qu'il il va pas se passer des trucs de ouf normalement pendant le non, avec l'habitude on identifie les passages où il se passe pas grand-chose. En fait, en plus, ce que je dis c'est faux, c'est que tu sais que le retour du collège ça peut être justement un moment charnière. Ou pas, mais tu le vois tout de suite, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil sur ta double page tu le sais, quoi. Donc, tu vois, en faisant des recherches, c'était assez surprenant pour moi, parce que moi c'est un manga qui me suit depuis la fac, que je connais depuis la fac, et à l'époque je le trouvais absolument pas culte ni autre, mais pour moi c'était un manga que tous les lecteurs de manga connaissaient, et ça m'a fait super bizarre, parce qu'en faisant un petit peu mes recherches sur internet, je voyais que tout le monde parlait de l'animé.
Et ce qui était bizarre, c'est mais que l'animé a super bonne pub, hein. Ouais, mais ce qui était bizarre, c'est que tout le monde disait c'est adapté d'un vieux manga. Ça commençait toujours comme ça. Hein. C'est adapté d'un vieux manga des années 80, tu vois. Mais et l'animé a ça, a ça, a ça. Et j'étais là, putain, c'est bizarre. Il n'y a pas d'analyse du manga en lui-même. Il y a une analyse de l'animé plein, mais pas du manga. Et en fait, c'est aussi ce qui correspond à notre époque. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi pas faire reconnaître. Alors. Pour moi, 24 épisodes de cet animé, je n'en ai pas regardé, j'en ai regardé qu'un tout petit bout pour voir le début et je me suis dit, ouais, ça va, ciao. Mais pour moi, ça sera jamais représentatif du manga. Non, mais après, l'histoire était 100% la même. Hein. Ils ont rien retouché aux éléments importants. Pour moi, c'est un manga à prendre dans son jus, tu vois. Après, effectivement, si t'aimes bien, il faut le prendre dans son jus. Ça peut être une bonne porte d'entrée, tu vois. Exactement. Oui, une porte d'entrée. C'est juste que l'animé est plus polissé, on va dire. Ouais, comme souvent, mais c'est pas grave. Mais par rapport à d'autres animés, il est aussi plus tranchant. Ah bah, tu m'étonnes. Il y a un moment où tu peux pas non plus. Et puis, de toute façon, tu pars d'un seinen pour en faire un animé qui vise un public plus large. Ouais, c'est ça, ado plus. Bah forcément tu le polisses un petit peu aussi quoi. Oh oui. Puis si jamais tu veux le faire correspondre à une espèce de deathmatch ou un truc comme ça, tu sais, qui correspond un peu plus au goût c'est marrant, donc c'est sorti en 2014, donc Death Note avait déjà quelques temps, mais j'ai vu une petite ambiance, je sais, peut-être dans les sons, dans les musiques, dans les trucs. À un moment donné, d'un point de vue musical, t'as des sons un peu à la Chemical Brothers. Ouais, oui. Ok, ouais. Qui te mettent dans l'ambiance. Je pense que c'est ce qu'on se disait c'est un manga qui était précurseur, donc dans l'animé, quand ils se sont dit on va en faire l'animé maintenant, on va le faire coller au code un petit peu. On le modernise un peu, À la fin, je sais plus, c'est la preview ou le générique de fin, t'as des musiques un peu bibliques, un peu ecclésiastiques à la visiteur. Voilà, c'est ça. on prend de l'ampleur. T'as des moments un peu rock un peu dur japonais. T'as des moments plus pop. Non mais voilà, il y a un travail sur la musique. Il y a beaucoup de choses. Techniquement, l'animé est pas adressé à nous. Non. Si on a déjà lu le manga, il est pas adressé à des trentenaires. Non, mais je me suis pas fait chier en le regardant, tu vois. Bah, tant mieux. Alors peut-être que je faisais un peu autre chose en même temps, mais je connaissais déjà l'histoire par cœur. Donc tu regardes Upgrade, mais tu fais que ça. Ça marche. Alors, en revanche, j'ai regardé des films live, bien évidemment. Oui. Ah, t'as été courageux. Ouais. Les films live sont pas. L'animé est disponible sur Crunchyroll. Il a été longtemps disponible sur Netflix. Maintenant, il n'est plus disponible que sur Crunchyroll. Voilà, c'était important et il fallait le dire. Et c'est pas honteux, hein, franchement, de regarder l'animé. Le film. Si vous avez juste, je reviens sur l'animé. Si vous avez le choix entre le manga et l'animé, prenez le manga. Si vous n'avez pas le choix et que vous avez que l'animé, c'est pas honteux non plus. Non, il n'y a rien de honteux à regarder des animés. Il n'y a rien de honteux, on est d'accord. Non, mais c'est surtout qu'il vaut quand même le détour. Après, c'est juste que effectivement, le manga vaut plus le détour que l'animé. Bah oui. Le film live, 1h30, donc du coup ça prend moins de temps par rapport à 24 épisodes, hein. Enfin 1h30 pour le premier film. C'est en deux films d'une heure, entre 1h30 et 2h. Forcément on a enlevé des bouts, parce que si tu peux pas tout faire tenir en deux films, hein. Donc le personnage de Kana, salut. Le personnage du père, salut. Une des deux attaques de l'école, la plus petite, salut. La scène du chien parasité au début, salut. Trop compliqué à faire, trop d'argent en vrai, trop d'argent. Ouais, mais à la place, ils ont fait une scène avec un chef cuistot dans un restaurant et c'est la première mort qu'il voit. Ok. Ça marche aussi, finalement, ça marche aussi. J'avoue, je l'ai pas regardé. J'ai regardé uniquement la bande-annonce et sur la bande-annonce, ça avait l'air rythmé. Ouais, mais j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas eu l'impression de voir le film que j'ai vu dans la bande-annonce. C'est une bande-annonce, hein. Ouais, mais j'ai trouvé le film mieux que la bande-annonce. Normalement, c'est censé être l'inverse. Parce que du coup, ils ont mis des vannes dans la bande-annonce. Ah oui, c'est pas du tout. Ou en tout cas, je les ai ratées si elles sont dans le film. Bon, c'était encore une manière de le remettre en avant, le concept. Ouais, carrément. Mais c'est sorti en même temps que l'animé. Hein. Au Japon, tout est sorti plus ou moins en même temps. L'animé, ouais, exactement. Non, mais franchement, j'ai vu des films bien pires. Netflix est rempli de films plus mauvais que ces films parasites. Je même trouvé ça plus sympa que Squid Games, par exemple. Donc, écoute. Voilà, c'est juste on est dans le seul truc, c'est que si vous tapez Parasite le film sur internet, vous allez probablement pas tomber sur la Palme d'Or. Ça, c'est sûr. Mais à ce moment-là, regardez ce film, mine de rien. Regardez le film de Bong Joon-ho. Oui, bien évidemment. Non, et puis après, en termes de FX, par rapport au budget du film, ça va.
Ouais. Je l'ai regardé sur un téléphone, ça peut jouer aussi. Ah, ça c'était pas précisé. Ça peut jouer aussi, je l'ai regardé sur un téléphone. Peut-être que sur un écran un peu plus grand, Ouais, t'aurais plus ça a vu l'air un les- peu plus les petits cheap. trucs, ouais. Mais sur un téléphone, ça va. Donc vous pouvez un film à regarder Eh ben, sur écoute, son téléphone, au moins. Super verbatim, Maxime, un film à regarder sur son téléphone. sur son téléphone. Non, mais La franchement, cinquième de coup. en vrai, j'ai passé un bon moment devant le film en plus. Donc ils ont retouché, tu sais, puis en plus je m'amusais à voir comment ils ont retouché les parties et tout. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce Non, qu'ils ont mais ce raccourci. qui compte, c'est puis l'arrivée de Goto à la fin. Ouais, ce qui compte, c'est surtout qu'il n'y a pas de on mauvaise. voit dans la bande-annonce. C'est qu'il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée tant que Oui. vous pouvez avoir envie de lire le manga Parasite en ayant vu l'animé ou en ayant vu les films ou tout ce que vous voulez, ça vaut le coup. L'important, revenez au manga au bout d'un Par moment. contre, voilà, je pense que si c'est une histoire qui vous a plu dans l'un de ces médiums-là, on est des faut vieux, revenir au manga. Non, mais non, c'est lisez le vrai. manga, quoi. En fait, le film est sympa et tu passes 1h30 franchement plutôt sympa. Mais oui, ça te donne envie de revoir le manga. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de revoir Ah, on le est des manga. vieux cons. Hein. Au bout d'un moment, revenez sur le papier, hein, les gars. Bah justement, le papier, c'est un spin-off avec un autre point de vue, Parasite Reversi. Donc là, on reprend le récit avant que le maire soit le maire. Ouais. Donc, On dirait un pitch de TF1, là, hein. Vraiment, c'est père et mère. donc le maire, Takeshi Hirokawa, c'est pas encore, il est juste adjoint à la mairie ou un Ouais. truc comme ça. Il est en train de faire sa campagne. Il s'est pas encore présenté, mais on dit qu'il va se présenter. Et c'est à travers son fils qu'on rentre dans le manga. Son fils qui a assisté à une tuerie, mais on n'est pas bien sûr si c'est une tuerie de parasite ou une tuerie de serial killer. On n'est pas bien sûr de grand chose et on s'attaque à la partie que Shinichi n'a pas vraiment vécue, qui est celle de l'enquête. Et puis on va à partir du tome 3, il faut quand même avancer, hein, il est un peu lent ce manga. À partir du tome 3, on va découvrir un parasite qui est exactement comme Shinichi, qui a l'air d'être qui comme ressemble, Shinichi. Qui a l'air de communiquer avec un parasite, cerveau humain et parasite dans un même corps, mais lui il a décidé de créer sa propre religion et de tuer des gens. Voilà. C'est un petit bonbon. Welcome. C'est pas le meilleur bonbon. Enfin, tu vois, moi j'ai trouvé le manga plaisant à lire. Après, je trouve que c'est pas au niveau du manga original, mais honnêtement, c'est un petit bonbon assez sympa à lire quand t'es bien familier de l'œuvre et que voilà, tu aimes l'œuvre. Franchement, c'est chouette à lire. Je pense qu'il faut C'est chouette à vraiment lire. être familier de l'œuvre pour l'apprécier pleinement. Ah bah si t'as jamais lu Parasite, ça sert Alors, vraiment ouais. à rien là. Déjà, Alors, c'est mort. Ouais, ça pour clairement. le coup, je parlais de porte d'entrée, celle-là c'est pas la bonne, je pense, pour Non, ouais, pour non, aller dans clairement. Parasite. Oui, à la il limite, vaut mieux lire. les Si deux quitte à lire un longs métrages, à la manga, limite. quitte Ouais, à lire voilà. un manga, lisez Parasite directement parce que. Et Mais c'est vraiment- écoute, moi je suis entre nous trois, je suis celui qui est le plus intrigué par ce manga et effectivement, j'irai au tome 4 sans souci. Bah en fait ouais, moi ce qui m'intéresse c'est que Parasite, la série principale, il y a beaucoup de hors-champ dans Parasite, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vis les événements à travers Shinichi principalement, donc du coup ça fait beaucoup de choses potentielles que tu peux raconter ailleurs, et ce qui est le cas de Parasite Reversi. Donc le postulat m'intéressait. Après j'avoue qu'à la lecture ça m'a pas convaincu, mais je pense parce que voilà, j'ai un rapport à la série principale qui est, tu vois, forcément je les mets en comparaison et il y a un truc qui fait que, en tout cas ça n'a pas fonctionné sur moi, mais après moi je me demande même si on va pas tomber sur l'inspecteur Hirama à un moment donné, voire même sur le serial killer. Ouais, sur, sûr et certain. Moi j'ai le problème Star Wars avec cette série, c'est-à-dire que ce qu'il me propose de me raconter, ça me plaît beaucoup. L'histoire du maire, qui est pour moi le personnage qui oui, finalement aurait dû qu'on connaît, avoir plus qu'on connaît pas beaucoup, d'histoire. Et puis la relation avec son fils qui est Ouais, Voilà, clairement. Mais tu sais, pour moi c'est comme le film Han Solo de Star Wars, tu vois. Je connaissais l'histoire parce qu'elle était racontée par le tronc principal. Maintenant, quand ils l'ont racontée dans un film, ça m'a saoulé. Parce que, en fait, j'avais peut-être pas vraiment envie de connaître cette histoire. Mais là, en tout cas, de base, j'aime bien le postulat qu'ils ont. Donc, moi, je suis partant. Je vais lire la suite. Mais j'ai peur qu'ils ne m'attendent pas qu'ils ne m'apporteront pas les réponses que j'attends. Et c'est normal parce qu'ils m'ont pas posé la question avant de commencer à écrire. Mais je trouve le concept assez rigolo. Ils ont pris un angle qui est sympa quand même, qui est original. Mais c'est ouais, pour moi c'est vraiment un bouquin pour faire plaisir et pour satisfaire les lecteurs de Parasite. D'ailleurs le maire dans le film, dans le long métrage, parce que j'ai bien aimé quand même ce long métrage. Mais c'est juste un jeune. Ils ont mis un mec un petit trentenaire, donc il peut pas être père et tout, donc ça peut pas aller avec Parasite Reversi. Ah oui. Mais voilà. C'était même ma meilleur petite fin. personnage. Néo-Parasite, ça c'est un autre spin-off que là tout le monde peut... Enfin,
Non, faut être familier de au moins l'animé. C'est, au moins. Ouais. Mais Néo Parasite, c'est une dizaine d'auteurs, une dizaine d'artistes même, parce qu'il n'y a pas que des auteurs de manga, il y a aussi des plasticiens, des créateurs de figurines. L'histoire la plus bizarre. Mais qui est trop bien. Qui est trop bien. Et qui sont amusés à revisiter en une dizaine d'histoires courtes l'histoire de Parasite, mais en 20-30 pages. Et il y a des auteurs très 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 célèbres. Le manga commence par une histoire de Moto Hagio, donc Moto Hagio qui est une mangaka cultissime qui a fait ses armes dans le shoujo et qui a créé énormément de mangas et qui est très importante au Japon dans l'histoire du manga. Et puis t'as aussi des gens plus contemporains comme Hiro Mashima qui a décidé de mettre ses propres personnages de faire dans le monde de Parasite, comme il fait à chaque fois. T'as Hiroki Endo, l'auteur de Eden. Ouais. Mais voilà, enfin t'as plein d'auteurs différents. T'as donc l'auteur de Parasite Reversi qui a fait une histoire aussi. T'as l'auteur de Prison School qui est dedans. Trop bien. Mon histoire préférée. Plein. Alors non, moi mon histoire préférée c'est vraiment celle de Moto Hagio puisque elle fait l'histoire de la petite fille de Reiko, mais 7 ans, 8 ans après. Ouais. Et j'ai limite trouvé ça canon, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est la vraie. Je me suis mis en tête que c'était comme si c'était vraiment la suite 10 ans après. Non, c'est vrai que c'était une pure idée, ouais. Bah, en fait, disons même que. Même si c'était chelou la façon dont elle l'a fait, mais c'est un chelou qui m'a plu. C'était chelou, genre, en fait, elle voulait pas parler de Parasite. Elle parlait d'autres oui, choses. mais ça marchait. Ce que je trouve intéressant, et là pour le coup, je vais un peu dans de l'extra, c'est-à-dire la manière dont nous, on en a parlé en se disant, hey, toi, c'est quoi ton histoire préférée et compagnie. Nos 3 réponses étaient très différentes. Donc, je pense qu'au final, si t'aimes bien le manga Parasite, c'est très bien de l'avoir, ce bouquin. Le bouquin entier ne te plaira pas, ça c'est sûr. Mais par contre, à un moment, tu vas trouver une histoire, je pense, avec nos 3 profils qui sont quand même assez différents. En tant que lecteur, fan de Parasite, tu vas trouver une de ces histoires intéressantes et tu vas te dire, ah ouais, c'est quand même cool de la voir, quoi. C'était laquelle toi t'as préférée, Robin ? C'est celle de l'auteur d'Eden, mais parce que j'adore Eden. Ouais, voilà, d'abord. Moi c'est celle de Prison School. Mais c'est vrai que j'avais pas dit ça. Parce que dans cette histoire, l'auteur s'amuse à mettre des parasites comme outil de l'armée. Ouais, carrément. De l'armée américaine qui est en Afghanistan. Qui sont devenus des armes. Mais et puis surtout, je trouve que ce qui est cool dans ce truc, c'est que tu sens que chaque auteur, ça fait, tu vois, ça résonne avec ses propres réflexions, parce que bon, Eden, ça quand même parle beaucoup de militaires et notamment de l'armée américaine et tout, donc tu vois, ça correspond. Mashima, bon il a mis ses persos comme alors à chaque fois. Mais je veux dire, coup, tu vois, et Moto Hagio, comme tu disais, finalement, elle a parlé d'autres choses, mais qui lui ressemblent et tout ça. Enfin bref, oui, elle a parlé d'une histoire du théâtre No, mais effectivement, ça lui ressemble. Mais et en plus, vraiment... c'est son trait, mais sauf qu'elle arrive malgré tout, avec tout ça, à s'inscrire dans une continuité. Et du coup, je trouve que c'est ce qui démontre la puissance de cette œuvre et le fait que ça peut être réflexif chez tout le monde, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Il y a même une histoire qui fait référence à une seule case du manga, où quand ils sont à la mairie ou au gouvernement, ils disent a priori les Américains se servent des parasites dans leur armée. Oui, c'est vrai. Et t'as une histoire qui correspond clairement à ça. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a pas eu beaucoup d'histoires que j'ai vraiment adorées, mais je trouve que c'est hyper intéressant à lire. Et de toute façon, en vrai, si t'es fan de Parasite, c'est très bien de l'avoir, ce bouquin dans ta collection, parce que voilà, t'as une espèce, et en plus t'as les interviews des auteurs à chaque fois. Pourquoi vous avez fait, pourquoi vous aimez Parasite, et pourquoi vous avez pris cette thématique-là. Bon, c'est cool à lire. Et même si effectivement ça peut pas égaler le manga en lui-même, c'est un exercice de style. Et quand on est fan d'une œuvre, avoir un exercice de style autour de cette œuvre. Et il y en a que j'ai pas du tout compris. Il y en a que j'ai absolument pas compris. Et il y en a que j'ai étrangement adoré, genre celui avec les figurines et tout. Oui. Et j'étais là, ça me met un mal qui est bizarre, tu vois. Mais oui, c'est trop bien fait, cool, tu vois. C'est super cool, c'était super cool à lire. Et puis même le fait que l'autre aille élever ses propres humains pour se nourrir, machin. Grave. Et tout. Il y a des histoires, t'as limite envie que ça continue pour certaines, tu vois. T'avais envie de connaître le background, genre mais faites un tome entier sur cette histoire en fait. Ah bah il y en a plein que moi j'aurais bien aimé voir. C'est clair. Genre celle des parasites du mec de Prison School, j'aurais bien aimé voir plus.
Alors que lui, oui, surtout qu'il prend la vieille dame de la fin du Ouais, non, manga. mais lui, il a pris le côté sale. Hein. Il a pris le côté sale, mais bizarrement, ça m'a fait triper quand même. La vieille Mitsuyo. Bon, on va s'arrêter sur Parasite. On a fait plus d'1h30. On a tout éclaté sur cette émission. On avait dit, ok, on n'est pas trop exhaustif, les mecs. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit en plus. Bah ouais, c'est ça le truc, quoi. Pour moi, mais bon, c'est à chaque fois, à chaque émission, je me dis, on parle pas assez du dessin, mais bon, bref, on essaiera de s'améliorer. On a effectivement peut-être pas tant que ça parlait du dessin. On a parlé des expressions qu'il arrivait. Mais souvent, on parle beaucoup des thèmes et tout, mais c'est vrai. Bah écoutez, moi c'est un des mangas qui, en plus à la relecture là, m'a redonné cette impression. C'est un des mangas les plus perturbants que je connais parce que je le trouve très complexe dans sa simplicité. C'est vrai. Et très simple dans sa complexité. Alors ça a l'air bizarre comme ça. Non, mais c'est bien c'est-à-dire dit. que j'ai beau chercher des sous-thèmes, en fait c'est moi qui les invente. Parce qu'en fait tout ce que le manga a à dire, il le dit. Et de manière très frontale pour moi. Il y a pas, j'ai l'impression oui, d'un mais tu manga peux y trouver ce que tu as envie quand même. Exactement. Clairement. Pour moi, il n'y a pas de message caché ou autre. Et je trouve que c'est une originalité que je ne reconnais à aucun autre manga en fait, de réussir à avoir cet équilibre de côté franc-tireur et côté sous-texte. Je trouve qu'il a une maîtrise qui est vraiment parfaite là-dessus. Et comme on vous le disait tout à l'heure, dans vos lectures d'aujourd'hui, dans les nouveautés, dans ce qui sort en ce moment, il y a de grandes chances que vous voyez des points communs avec Parasite. C'est clair. Vous avez vu Wild Wild West, le film avec Will Smith? Bon, ok, celle-là, non, c'est perso. Vous avez vu les Cowboys versus Envahisseurs? Il y a un petit peu. Il y a un petit peu quand Vite même. fait alors. Merci d'avoir écouté cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez réagir avec le hashtag 5DC. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner à votre plateforme d'écoute habituelle. Yes. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Moi j'utilise Pocket Cast. Moi j'utilise Podcastionnaire. Ok, Podcast. Voilà. Ok, très bien. Il m'a fallu 2 minutes pour l'avoir. Moi j'utilise YouTube. Et YouTube, j'ai oublié d'en parler, t'as raison, mais c'est bien. Ah bah, carrément, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur et YouTube. activer les notifications pour avoir toutes les vidéos et tous nos messages. Et venez poursuivre la discussion sur Discord parce que on a un serveur Discord. Et puis notre live nous a fait très très plaisir. Carrément. On s'est un peu branlé. Hein. Mine de rien, on s'est un peu branlé. Ça nous a fait plaisir de voir. Bon, comme c'est la fin d'émission et que j'estime qu'il est tard, même dans votre tête à ce moment-là, je ne vais pas biper Cagnard. Mais sachez qu'il le dit d'habitude et qu'on le coupe normalement. On s'est un peu bipé, non? Merci d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.